L'histoire commence avec quelqu'un aux longs cheveux blancs au centre de ce qui semble avoir été une bataille acharnée. On voit que cette personne utilise une sorte de magie dans l'espoir de contacter un survivant et de demander à cette personne de faire au moins du bruit si elle ne peut pas parler. Plusieurs cercles brillants apparaissent alors que l'être vêtu d'une cape blanche implore. Cependant, apparemment, il est le seul survivant. Devant lui, on voit celui qui a rassemblé les démons pour la première fois, provoquant l'effondrement de l'humanité. On voit que même les enfants n'ont pas été épargnés. Heureusement, l'homme aux cheveux blancs était au bon endroit au bon moment pour sauver un bébé qui était sur le point d'être dévoré. On voit que l'enfant était enveloppé dans une magie verte brillante. En même temps, on découvre que les démons venus du royaume des démons et les mages de la tour blanche qui suivent le protagoniste mettent presque en péril l'avenir de l'humanité. Le démon à cornes charge avec son épée l'homme aux longs cheveux et à la cape blanche, mais finit par perdre la tête, littéralement. Une jeune femme aux cheveux verts apparaît et dit que le 28 avril, elle a confirmé la mort du grand prêtre. Elle est Eunenasol la plaie, le dernier dragon du monde, et l'observatrice qui enregistre l'histoire. Regardant ailleurs, la jeune femme dit qu'elle a de bonnes et de mauvaises nouvelles, alors le mage lui demande de commencer par la mauvaise partie. La jeune femme dit alors que l'armée de démons a vraiment envahi la tour blanche et anéanti la plupart des mages. Cependant, la bonne nouvelle est que les forces impériales sont arrivées plus tôt que prévu et ont réussi à sauver certains des survivants. Avec sa main sur son menton, l'homme dit qu'entendre cela est un soulagement, et qu'il ne regrette pas le choix qu'il a fait car les personnes qu'il a sélectionnées sont juste là devant lui. Edna demande si l'homme a autre chose à dire. Regardant son gant sale, il demande à la jeune femme de prendre soin de ses disciples car ils sont encore jeunes et enthousiastes. S'inclinant, la jeune femme promet qu'elle leur rendra visite de temps en temps. Riant, un mage demande comment un dragon incline la tête devant un simple humain, et Edna dit alors qu'il mérite le geste, et que le continent, et elle n'oubliera pas les sacrifices faits par les héros de la Tour Blanche. Sur le point de partir, l'homme dit que cela doit certainement être le cas. Revéalian pensait que ce serait mentir de dire qu'il ne regrette rien parce qu'il n'a jamais été un bon chef. Mais, si d'une manière ou d'une autre il avait une autre opportunité, même s'il était traité de méchant, il vivrait une vie égoïste juste pour son peuple, car c'est ainsi qu'il veut vivre. On découvre que le maître mage de la Tour Blanche dont Edna a parlé plus tôt était l'homme à la cape blanche connu sous le nom d'Oscar Sage. On voit que la bataille a éliminé au total 153 mages de différents niveaux, le maître de la tour et le grand prêtre. Quelque temps plus tard, par une journée ensoleillée, un garçon aux cheveux noirs est allongé dans son lit, tandis qu'un autre jeune homme aux cheveux bleus est à ses côtés. Soudain, le garçon allongé se réveille extrêmement surpris, au point de frapper accidentellement le garçon aux cheveux bleus, qui finit par renverser l'eau qu'il transportait dans un bol. Un peu irrité, le jeune homme dit qu'il allait juste changer la serviette, et maintenant il est tout trempé, et que le garçon aux cheveux noirs n'a même pas montré de gratitude pour les soins reçus. Plaçant sa main sur sa poitrine, le protagoniste se demande s'il a dormi tout le temps, réalisant que le plus important est qu'il n'est pas mort comme il s'y attendait. Même si le grand prêtre l'a frappé directement avec l'épée, désespéré, il demande à voix haute ce qui se passe. Un homme blond apparaît et semble surpris et furieux que le garçon se soit réveillé, déclarant qu'il va maintenant s'assurer de le transformer en humain tandis que le garçon aux cheveux bleus essaie de contenir sa fureur. Prenant les deux au dépourvu, le protagoniste demande comment il est encore en vie. Très en colère, l'homme blond demande s'il ne trouve pas non plus surprenant qu'il respire encore. Insensible aux menaces, le garçon lui demande d'expliquer la situation actuelle en détail puisqu'il semble être un mage. Avec du sang dans les yeux, l'homme demande ce qu'il entend par expliquer et sur le point d'attaquer le protagoniste, dit qu'il a perdu le contrôle et qu'il devrait réfléchir à ses actions et implorer le pardon. Notre garçon, voyant une main se diriger vers son visage, se demande si le mage est un assassin envoyé par les démons, décidant dans ce cas d'activer sa magie de protection contre le vent pour que le poignet de l'attaquant se plie comme de la paille, ce qui, étant de bas niveau, aurait dû se battre 2 fois avant d'attaquer. À la surprise du garçon, la magie qu'il a activée commence à s'estomper. Regardant ses propres mains, il se demande quel genre de sort pathétique c'était. Sans aucune blessure, l'homme félicite le bouclier de vent du protagoniste et dit qu'au moins il ne jouait pas tout le temps, et qu'il reportera la mesure disciplinaire pour le détournement de fonds de recherche afin qu'il puisse se concentrer sur son rétablissement. Réfléchissant, le protagoniste déclare que le parvent a disparu au moment où il a utilisé cette magie. Et comme il se rend compte que son énergie est très basse, le garçon aux cheveux bleus demande s'il est fou d'attaquer l'aîné Maxon. Insensible à tout cela, Oscar demande quel jour on est et promptement, le jeune homme dit que c'est le 21 septembre, révélant à son tour que le garçon est inconscient depuis au plus un jour. Confus, le protagoniste demande au garçon d'appeler Lloyd, Gilly ou Chacha parce qu'il veut entendre ce qui s'est passé de l'un d'eux. Le jeune homme aux cheveux bleus demande alors pourquoi son ami dit le nom du maître de la tour de manière si informelle, et pourquoi il ne se souvient pas que Lloyd a quitté la tour blanche et est devenu un disciple de la tour rouge avec Gilly. Perplexe, notre garçon réalise que le jeune homme en face de lui ne semble pas mentir. Ensuite, il demande si, dans ce cas, Sacha, un enfant de 5 ans, est le maître de la tour blanche. Le jeune homme confirme mais demande pourquoi il ignore 20 ans. Dans ses pensées,
Oscar se demande pourquoi il se met tellement en colère contre un simple garçon. Remarquant, pour la première fois, en regardant son reflet dans la fenêtre, son apparence actuelle. Les yeux grands ouverts, il se demande qui est celui qui est devant lui. Quelque temps plus tard, on découvre avec le protagoniste que 20 ans se sont écoulés depuis sa mort, et que la ville s'est beaucoup développée pendant cette période, ayant maintenant des voitures et des lumières sur les poteaux publics. Tout cela grâce à la révolution de l'ingénierie magique. Observant tout d'en haut, le garçon dit que ses amis de sa vie antérieure auraient adoré voir tout cela. Parce qu'à l'époque où le monde s'effondrait, beaucoup croyaient que c'était la fin. Mais maintenant, sa mission est de recueillir autant d'informations que possible sur le propriétaire de son corps actuel. Peu de temps après, le garçon découvre qu'il s'appelle Oscar Cruchen, et qu'il a été accueilli par la Tour Blanche à l'âge de 10 ans. Étant un mage de niveau 1 d'une famille noble ruinée et terrible en utilisant la magie, qui, sous la pression, a détourné des fonds de recherche pour acheter un élixir illégal, et après l'avoir bu, s'est évanoui. Tout cela afin d'augmenter sa capacité de mana même avec le risque de ne plus jamais se réveiller. Réfléchissant, Oscar sage conclut que le garçon est sûrement décédé après avoir bu la potion. Mais à sa surprise, il finit par découvrir que son nouveau corps a trop de mana pour quelqu'un au niveau 1. Étant principalement du mana pur et non raffiné, il se demande si c'est le résultat de l'acte imprudent de Cruchen. Soudain, une lumière bleue très forte commence à rayonner de son abdomen. En même temps, quelque chose semble sortir de son doigt. Une goutte de substance noire finit par couler sur le sol, laissant notre garçon un peu effrayé. En réalisant qu'apparemment la substance est toxique, sans rien comprendre, il se demande pourquoi son corps actuel est empoisonné. Mais en souriant brièvement juste après, il montre qu'il comprend maintenant pleinement ce qui se passe, et que l'élixir n'était pas faux comme tout le monde le disait. Cependant, son hôte ne savait pas qu'il y avait du poison dans la fiole, ce qui signifie que Cruchen n'est pas mort d'une explosion de mana, mais plutôt d'une quantité absurde de poison qui avait un niveau bien trop élevé pour avoir été utilisé pour éliminer un simple mage de niveau 1. Donc, sans lui, aucune trace n'aurait jamais été trouvée. Se levant de la chaise, Oscar déclare qu'il ne sait pas qui joue avec son âme. Mais dans tous les cas, il a reçu la deuxième chance qu'il voulait si désespérément avant la fin, et il vivra sa vie égoïste pour son peuple comme il l'a promis, ce qui malgré tout est un bon début. Tenant l'élixir, le protagoniste promet également qu'il vengera Cruchen en paiement de lui avoir prêté son corps. Pendant ce temps, à la périphérie de Sarin, on voit quelqu'un annoncer qu'il y a des nouvelles du magasin. Agacé, un homme dans un blazer marron gronde son employé pour ne pas l'avoir appelé patron quand il s'est approché. Après s'être excusé, le jeune homme l'informe qu'un mage a complètement détruit le magasin, laissant l'homme encore plus furieux. Le serviteur dit alors que le mage demandait des informations sur la personne qui a vendu l'élixir et demande si cela aurait pu être Oscar Cruchen. Plus calme, le patron dit que non, et inquiet, le garçon demande si cela n'aurait pas pu être la Tour Blanche qui a décidé d'enquêter sur l'affaire. Encore une fois, l'homme dit que non parce que celui qui a piégé Oscar appartenait à la Tour Blanche. Quelqu'un s'approche et demande qui serait assez stupide pour ne pas enlever sa bague d'identification avant de faire quelque chose comme ça. On voit Oscar sage entrer par la porte, mais les hommes ne savent pas qu'il n'est pas Cruchen. Pensant tout haut, notre jeune homme révèle qu'il a suivi l'odeur laissée sur le flacon et a découvert que beaucoup de personnes sont impliquées. L'homme assis sur le canapé demande si c'est le garçon qui a détruit son magasin, et il répond oui, et qu'il est très intéressé par ce dont lui et l'autre jeune homme parlaient, alors ils peuvent continuer leur conversation. À bout de patience, le patron dit qu'il avait pensé à le laisser partir, mais dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix. Il ordonne ensuite à ses hommes de main de s'occuper du protagoniste, qui obéit immédiatement. Avec un regard sombre, Oscar dit que si c'est le jeu auquel l'homme veut jouer, il est partant. Il lance rapidement son sort appelé coupelle sur l'homme, qui finit par perdre la tête, littéralement. Dans ses pensées, notre jeune homme montre sa déception car il ne visait pas seulement la tête. Choqué, l'homme au blazer marron crie et saisit son revolver tout en maudissant Oscar. Plusieurs balles volent vers le garçon, mais il sourit en disant que c'est assez intéressant. Il active ensuite son pare-brise tout en se demandant quel principe est utilisé pour produire autant d'énergie. Stupéfait, l'homme demande comment il a arrêté les balles, surprenant le garçon en découvrant comment ces choses sont appelées. Il dit ensuite qu'aussi intéressantes que soient les balles, il va les renvoyer pour le moment. Sans un corps à l'épreuve des balles, l'adversaire du protagoniste encaisse simplement l'attaque sans pouvoir rien faire. Même blessé, il continue à proférer des insultes, mais Oscar avertit que personne n'entendra rien car il a rendu la pièce insonorisée. Choqué, l'homme demande comment c'est possible, et notre jeune homme dit qu'il a utilisé le lien sonore. Et maintenant, il aimerait que l'homme coopère et lui dise qu'il a piégé. Le problème est que l'homme reste têtu, et il finit donc par recevoir un coup de pied au visage. D'en haut, Oscar montre son admiration devant le fait que son adversaire préfère garder sa fierté plutôt que sa vie, puis active un autre sort tout en gardant son pied fermement sur le visage de l'homme. Au sol, l'homme commence à crier. Le protagoniste dit alors que maintenant qu'il a canalisé le vent dans le corps de l'homme, il doit ressentir une douleur incommensurable. Il déclare ensuite qu'il n'aime pas torturer les autres à cause du bruit. Suppliant,
l'homme le supplie d'arrêter et dit qu'il va tout lui dire. Désactivant sa magie, le protagoniste lui demande de raconter tout ce qu'il sait sur son assassin. Avec une main sur son cou, l'homme au blazer dit qu'il a été payé pour vendre l'élixir au garçon à bas prix, et que la personne derrière cela avait le visage couvert par une capuche mais portait l'anneau de la tour blanche. Pensant, notre jeune homme conclut que ce n'était qu'une astuce pour induire l'homme en erreur. Toujours désespéré, le gars dit que la personne mystérieuse avait un parfum de menthe rafraîchissant. Stockant toutes ces informations dans son esprit, le protagoniste demande comment il prévoyait de gérer les conséquences après sa mort. L'homme dit alors qu'il ne pensait pas que la tour blanche enquêterait, donnant encore plus d'informations précieuses sur la suppression des 4 principales tours de magie, ce dont Oscar n'avait aucune idée. Le protagoniste dit qu'il a oublié cela après avoir pris l'élixir, et l'homme dit ensuite qu'il remettra les documents. Se levant, l'homme à la tenue marron se dirige vers la commode et revient avec plusieurs dossiers indiquant qu'ils contiennent tous les documents pertinents. Oscar décide de commencer par le dossier contenant des informations sur la tour blanche, qui dit qu'après son sacrifice, parmi toutes les tours de magie, la tour blanche a produit les pires résultats de l'année précédente. Inquiet, notre jeune homme se demande comment la tour blanche n'a pas de magie avant Cécile a demandé à Edna de s'en occuper. Il a ensuite demandé à l'homme de lui dire la situation actuelle des 4 principales tours de magie. Nous découvrons que la tour jaune de l'Est, qui contrôle la foudre, a inauguré la grande ère de l'ingénierie magique, tandis que la tour bleue du Sud a contribué à l'eau propre, à l'agriculture et aux entreprises de potions. Pendant ce temps, la tour rouge de l'Ouest, qui salue le désert, s'est jointe aux militants et a aidé aux missions de subjugation des monstres. Notre jeune homme pose ensuite des questions sur la tour blanche. L'homme dit qu'elle ne fait que des livraisons, le laissant sous le choc car il n'avait jamais imaginé qu'une telle chose se produirait. Oscar décide de demander si l'homme veut dire des livraisons d'objets, et il confirme en disant que la tour a des chevaliers du vent qui peuvent voler, révélant que la situation est bien pire que ce que le protagoniste imaginait. Car dans le passé, les mages de la tour blanche montaient dans le ciel et le régnaient, étant comparés à des dragons et des aigles. Avec sa main sur son visage, le garçon demande qui est responsable de cela, et l'homme dit, autant qu'il sache, c'était le maître actuel des lieux, faisant réaliser au protagoniste que c'est l'un de ses anciens disciples. Changeant de sujet, il demande pourquoi la tour bleue entreprend d'autres types d'activités que les potions. L'homme dit alors que c'est parce que cette tour a spécifiquement un monopole sur le marché des potions. Avec cela, ils se sont concentrés sur la vente d'eau propre à un prix élevé et sur l'apport de pluie dans les zones sèches. Ne comprenant pas, le protagoniste s'interroge sur la raison de vendre de l'eau propre et apprend que c'est une nouvelle tendance chez les riches. Irrité, il dit que les mages de la tour bleue agissent comme des clowns juste pour gagner plus d'argent. Revenant au document, le garçon découvre que le festival des Chevaliers Blancs est la dernière chance pour la tour blanche de prouver sa valeur. Le problème est que l'événement aura lieu dans seulement 7 mois. Soudain, l'homme dit que quelque chose ne va pas avec son corps, ce qui fait se demander à Oscar s'il devrait le sauver en raison des informations utiles qu'il a fournies. Lisant les documents sur la tour jaune, il découvre de nombreux crimes qui y ont été commis et reste sans voix. Se levant, il dit que l'homme est pratiquement un tas d'ordures avec des jambes, montrant qu'il a choisi de ne pas le sauver, espérant avec style que l'homme sera une bonne personne dans sa prochaine vie. Le lendemain matin à la tour blanche, nous voyons Oscar arriver dans ses quartiers complètement épuisé. Assis dans son fauteuil, il n'arrive pas à croire qu'il est si fatigué juste en utilisant quelques sorts de base, et il se demande si dans son état actuel, il sera capable d'utiliser cette magie, celle qui a fait de lui le plus grand mage de l'histoire humaine appelé Windargive. Essayant d'utiliser le sort, le garçon remarque qu'il se dissipe et conclut qu'il ne peut toujours pas l'utiliser, et qu'il a besoin d'un aperçu complet de l'état actuel de son corps grâce à un scan magique, tout en continuant à étudier des informations sur Oscar Cruchen. Puisque ses souvenirs sont un gâchis, et qu'il est crucial de tout savoir sur son hôte s'il veut sauver ce corps. Nous découvrons que le jeune homme décédé est l'héritier du comte Cruchen et le seul survivant d'un incendie désastreux. Le pouvoir du garçon a été reconnu très tôt par les mages au point que des combats ont éclaté pour son recrutement. Ainsi, pendant ces 6 années, il a fréquenté l'université de magie. Il n'a obtenu que de bonnes notes, et grâce à la publication d'une thèse, a prouvé à tout le monde qu'il était vraiment un génie. Cependant, il n'a jamais dépassé le niveau 1 et a vécu assez malheureux, tout cela à cause de son syndrome de déficience en mana, qui l'empêchait de devenir un grand mage. Les yeux de notre protagoniste s'écarquillent alors qu'il découvre que son hôte avait une maladie, tout en pensant que maintenant tout prend un sens. Soudain, il remarque que le scan est terminé, choisissant de consulter les résultats immédiatement, s'attendant déjà au pire. Mais à sa grande surprise, le soi-disant syndrome de déficience en mana n'a pas été identifié, et tous les problèmes des garçons se sont produits parce que quelqu'un avait scellé son circuit magique. Nous découvrons que le syndrome est une maladie dans laquelle on ne peut pas faire circuler ou accumuler de la magie, et que le nombre de circuits physiques qu'un mage possède détermine son niveau. Cependant, les circonstances de Cruchen sont différentes puisque son circuit physique n'a pas été naturellement déformé mais a été délibérément lié par quelqu'un. Dans ses pensées, le protagoniste se demande comment le garçon n'a pas réalisé qu'il n'avait pas le syndrome s'il était un génie.
Il dit ensuite qu'il aurait été bien que le garçon ait tenu un journal parce que selon Frank, le jeune homme était alcoolique, mais maintenant il ne sait pas si c'était un personnage délibérément créé. Au cas où Kruschen aurait découvert que son circuit avait été bloqué exprès et aurait décidé d'agir comme un playboy et aurait choisi l'élixir illégal simplement parce qu'il ne pouvait faire confiance à personne, ce qui signifie donc défaire les chaînes qui le liaient par lui-même. Plaçant plusieurs livres sur la table, Oscar déclare qu'il sera capable de dénouer le nœud. Soudain, quelque chose attire son attention, un livre sur la réinterprétation de la magie de base. Déterminé à ne pas perdre de temps, le protagoniste commence à feuilleter les pages et découvre diverses notes sur les sorts, y compris le coupe-vent, le pare-brise et le sort d'arme à feu. Oscar réalise que ces concepts sont similaires à la façon dont il lance lui-même des sorts, et que dans ce livre se trouvent plusieurs sorts que son hôte a créés à partir de rien, ce qui signifie que même sans pouvoir utiliser la magie lui-même, le garçon a mené des expériences dans son propre esprit. Après plus de temps à lire, notre jeune homme conclut que sa façon d'interpréter la théorie magique est similaire à celle de Kruschen, et que le jeune homme n'a jamais abandonné la magie ni travaillé plus dur que tout le monde parce que c'était sa passion. De plus, le garçon a écrit une dédicace dans le livre, espérant que ses notes chevaucheraient le vent le plus faible vers la tour blanche, révélant qu'il savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a pris l'élixir. Son seul obstacle était de devoir tout faire seul. Ainsi, le mage Oscar Kruschen était un jeune homme qui n'a jamais réussi à cause de son destin cruel et a marché silencieusement sur un chemin solitaire. Après avoir tout lu, le protagoniste décide de s'asseoir sur le canapé, jurant alors qu'au nom du 17e maître de la tour de magie, il défera le nœud que le garçon n'a jamais pu défaire et fera payer tous ceux qui ont cruellement brisé les ailes de Kruschen pour leurs actions. Soudain, nous voyons un autre endroit. Se promenant dans une serre, Oscar se demande pourquoi il fait ça. Parce que la dernière chose dont il se souvient, c'est de s'être endormi après s'être épuisé à essayer de défaire le nœud dans le circuit physique. Soudain, quelqu'un qui appelle le maître attire son attention. Alors qu'il approche, le protagoniste se voit avec 3 enfants. Réalisant rapidement que cela se produit à cause de la malédiction du rêve lancé par le vicomte des cauchemars, qui le fait revenir dans le passé chaque fois qu'il s'endort. Ce qui signifie que la malédiction est liée à son âme, et non à son corps physique comme il le pensait auparavant. En regardant la scène, le garçon se demande s'il a de la chance car ses rêves concernant ses élèves n'ont pas été corrompus. Donnant sa leçon, Sage dit que bien que la magie puisse paraître la même physiquement, elle est classée en 4 types. Le petit Lloyd demande si la tour blanche poursuit le type d'harmonisation, et souriant, le protagoniste confirme. Sacha demande ensuite si chaque tour de magie a un type de magie préféré, et Oscar confirme, expliquant que c'est pourquoi les tours recherchent les types de magie qui leur conviennent le mieux. Gilead lève la main et dit qu'il aimerait avoir de la magie de type accélération parce que les choses lentes sont ennuyeuses. La petite fille demande alors comment il découvre avec quel type de magie ils sont nés. Oscar dit que c'est plus simple qu'elle ne le pense et demande à la fille de lancer la magie qu'il a dessinée devant elle. Utilisant son index, Sacha réalise que quelque chose se passe. Souriant, le protagoniste dit que ce sort n'est ni très rapide ni mortel, mais plutôt équilibré, donc, de type harmonique, ce qui rend la rousse heureuse car elle partage le même type de magie que son maître. Les 2 autres garçons disent qu'ils aimeraient aussi passer le test. Rapidement, le protagoniste dit que la magie de Gilead est de type accélération, tandis que celle de Lloyd est de type spécial. Le garçon demande s'il est possible de changer cela, et Oscar révèle que les types spéciaux sont rares, et que seulement 0,2% des mages en ont. Pourtant, le petit dit qu'il préférerait être équilibré comme lui. Le mage se demande alors ce qu'il devrait faire maintenant. Comme il prévoyait de donner au garçon le plus de leçons individuelles possible en raison de son type, entendre cela fait changer d'avis à Lloyd, mais il demande d'abord si c'est vrai. Confirmant, le protagoniste dit que les mages de type spécial ont plus de mal à s'améliorer sans un professeur approprié. C'est tout ce que le petit avait besoin d'entendre. Après cela, ils font une promesse du petit doigt. Maintenant, cependant, le garçon n'arrête pas de penser à quel point cet enfant surnommé l'homme de la promesse est un petit salaud. Tout en se sentant mal car malgré tout à l'époque, Lloyd n'était qu'un enfant. Soudain, un bruit provenant d'un haut-parleur réveille Oscar. Une voix dit qu'il s'agit d'une annonce de la salle de diffusion, et le nom du protagoniste commence à résonner dans tout l'endroit alors que la personne lui demande de se présenter au laboratoire 40202. Se dirigeant vers l'ascenseur, le garçon pense qu'il lui reste encore 8 circuits physiques à déverrouiller, révélant alors que pendant le processus, il a gagné 2 lignes de circuit de mana et a atteint le niveau 2. En entrant dans une pièce, un homme demande comment le garçon se sent alors que Frank a dit que ses souvenirs revenaient. S'approchant, Oscar dit qu'ils reviennent. Alors qu'il fixe Maxime Bisque, un aîné de la Tour Blanche de 45 ans, nous découvrons que l'homme était un junior qui a rejoint la tour de nombreuses années après Sage et est une personne très honnête, qui le suivait toujours en l'appelant aîné puis maître de la tour de magie, ce qu'il trouvait attachant. Perdu dans ses pensées, le protagoniste ne remarque même pas qu'il sourit, ce qui amène Maxime à demander la raison de cette expression. Tout en disant qu'il a reçu un rapport selon lequel le chef de la famille Gordon et le chef de la police ont été assassinés, Oscar nie toute implication dans les actes,
mais dit qu'il connaît la raison pour laquelle cela s'est produit, que les deux avaient essayé de le tuer. Remettant le dossier jaune, le protagoniste dit que l'élixir a été empoisonné et qu'à l'intérieur se trouvent les frais de commission et le livre expliquant tout. Parce qu'après avoir découvert les crimes, il est devenu quelqu'un qui devait être réduit au silence. Maxime dit qu'en effet l'argent semble légitime. Oscar dit alors que le livre de rapport contient le contenu d'un contrat d'assassinat. L'homme affirme que dans ce cas, il laissera l'incident se produire et le remercie. Le protagoniste demande s'il peut demander une faveur. Il révèle alors qu'il aimerait rencontrer le maître de la tour de magie. L'aîné dit que ce ne sera pas difficile car les mages discutent fréquemment de magie avec elle. Cependant, il ne pourra la rencontrer que dans 6 mois. Inquiet et intrigué par le festival à venir, notre garçon demande pourquoi. Maxime dit que la jeune femme est en voyage d'affaires pour gérer une importante commission car le hommage est actuellement absent. Oscar demande alors quel est le niveau du maître de la tour. Sans hésitation, l'homme révèle qu'elle est une mage de niveau 7. Dans ses pensées, notre garçon sent que quelque chose ne va pas, car Sacha aurait dû au moins atteindre le niveau 8 maintenant. Revenant au rapport, l'aîné dit que la section transversale du cadavre était propre et demande si le garçon a repris l'utilisation de la magie offensive. Oscar ment et dit qu'il s'entraîne pendant qu'il réfléchit. L'homme dit alors que dans ce cas, il est libre de partir. Le protagoniste quitte la pièce, mais quelqu'un d'autre semble être sur le point d'entrer. C'est le vice-maître de la tour de magie qui dit qu'il est venu demander à Maxime de ne pas être trop dur avec le garçon qui vient de partir. L'aîné dit qu'il doit réprimander le jeune pour l'empêcher d'avoir des ennuis. Amil dit qu'il comprend mais s'inquiète pour lui. Parce que même s'il s'agit de magie de base, elle n'aurait pas pu être perfectionnée si rapidement, ce qui signifie qu'Oscar étudie secrètement. Souriant, l'homme dit que le garçon est vraiment sournois. Pour conclure l'affaire, le vice-maître dit qu'ils doivent se rendre à la réunion des anciens où l'aîné Fidlina attend. Loin de là, au 10e étage, le protagoniste décide de visiter l'endroit où il enseignait autrefois à ses élèves, qui semble maintenant vide. Soudain, un vieil homme s'approche et semble heureux de voir Oscar. Il s'agit de Wilter, le responsable des installations de la tour de magie. Remarquant que le garçon ne se souvient pas de lui, l'homme dit qu'apparemment les rumeurs étaient vraies. Inquiet, le protagoniste demande jusqu'où la nouvelle de sa mémoire s'est répandue et pourquoi l'homme l'a appelé jeune monsieur Oscar. Souriant, Wilter dit qu'il y travaillait alors que l'ancien maître de la tour de magie était encore en vie et que l'homme était le grand monsieur Oscar. Souriant, notre garçon dit qu'il aimait cette distinction et qu'il l'utilisera aussi. Le vieil homme dit alors qu'il aimerait bien continuer à être le partenaire de conversation du garçon, mais qu'il quittera bientôt la tour. Comme il a déjà servi 3 maîtres pendant son séjour là-bas, contrairement à ses collègues, il est le seul qui reste. La seule raison pour laquelle il a enduré si longtemps est ce que l'ancien maître a dit lors de sa cérémonie d'inauguration, que tous ceux qui y vivent sont nécessaires. Ainsi, il a commencé à travailler en croyant qu'il était un véritable membre de la Tour Blanche. Oscar dit alors que l'ancien maître était définitivement sérieux. Wilter dit alors que c'est précisément pourquoi il démissionne, laissant le protagoniste assez confus, expliquant que l'homme dit que, comme il le sait peut-être, la Tour Blanche ne va pas bien et que les finances ne sont plus ce qu'elles étaient, et que le mois prochain, il aura 42 ans de travail là-bas. Oscar demande si c'est à cause de la prime de long service. Nous découvrons qu'en plus d'une médaille, ceux qui travaillent dans la tour pendant 40 ans reçoivent 200 000 CNO. Secouant la tête, Walter dit que la Tour Blanche n'a plus le luxe de payer une telle récompense car pour ce faire, de nombreuses vies devraient être mises en danger, ce qu'il ne peut pas accepter car cet endroit est sa deuxième ville natale. Dans ses pensées, notre garçon révèle qu'il n'avait aucune idée que la situation était si mauvaise et qu'il pensait que la Tour Bleue était extravagante juste pour le profit. Mais maintenant, qui est-il pour critiquer le travail des autres qui sont devenus les plus grands de l'histoire grâce à un travail acharné, alors que lui-même n'a que des titres qui ne veulent rien dire puisqu'ils vont financer les récompenses méritées par les autres. Soudain, le vieil homme attire l'attention d'Oscar. Remarquant qu'Oscar serre fort le poing, le vieil homme demande pourquoi il fait ça. Réalisant qu'il s'est blessé les mains, le protagoniste demande quand Wilter prévoit de partir. L'homme répond, dans 2 semaines. Après avoir bandé la blessure du garçon, il lui dit d'aller voir l'infirmière pour se faire soigner. Oscar dit alors qu'il espère que l'homme continuera à être son compagnon de conversation car il n'aura pas besoin de partir car il s'assurera de son séjour une fois qu'il aura trouvé un moyen de gagner beaucoup d'argent. Après cette conversation, on voit le protagoniste assis à son bureau, se demandant comment il va tenir sa promesse, car il a le choix entre la recherche, les cours et les commissions, mais l'argent met du temps à arriver. Ayant besoin d'une affaire qui rapporte vite, il envisage de se lancer dans le commerce des potions. Soudain, quelque chose dans le journal attire son attention et le surprend visiblement. Loin de là, dans le bureau du vice-maître, une femme coiffée d'un grand chapeau dit qu'elle ne peut plus ignorer Aldo cette fois. Voici Fidlina, doyenne de la Tour Blanche chargée des finances, qui n'arrive pas à croire que Maxime soit d'accord avec la situation. Criant, la femme affirme que voler est une habitude qui ne fait qu'empirer, mais l'homme lui dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, il ne reste plus grand-chose à voler à la tour. Furieuse, Fidlina exige qu'il cesse de la contredire et qu'il jette le coupable à l'isolement.
Impatient face à cette dispute, Amil dit que l'isolement est une punition trop sévère, car cela reviendrait à torturer un enfant. Il propose plutôt que le garçon rembourse personnellement le triple du montant des fonds de recherche volés. Insatisfaite, la femme dit que les fonds sont faibles et qu'il faut prendre une décision rapide, comme vendre l'équipement de la chambre de production de potions, car c'est une installation qui n'est plus beaucoup utilisée. Cependant, le vice-maître dit qu'il ne peut pas permettre cela, car c'est dans cette chambre que les mages se réunissent pour étudier la magie et partager leurs connaissances, et qu'on ne peut pas vendre l'avenir pour satisfaire la fin d'aujourd'hui. Pessimiste, Fidlina demande s'ils ont encore un avenir, car ils ont déjà attendu 20 ans. En entendant cela, Maxime s'énerve. Impassible, la femme demande à Amil de soutenir sa proposition, arguant que même s'ils étaient un génie capable de sauver la tour, cette personne ne viendrait pas vers eux. Avant que l'aîné ne puisse répondre, on frappe à la porte, surprenant tout le monde. Le vice-maître invite le visiteur à entrer. C'est Oscar qui se présente poliment et salue les 3 personnes. S'approchant, le garçon dit qu'il a une suggestion, mais qu'il a besoin d'une autorisation pour créer une entreprise. Furieuse, Fidlina dit qu'il est ridicule de demander une telle chose après avoir détourné des fonds de recherche il y a quelques jours à peine. L'ignorant, le protagoniste dit qu'il a trouvé quelque chose dans le journal. La propriété 27 est fermée en raison d'une épidémie de grippe. Amil dit qu'il en a entendu parler et que les gens l'appellent la grippe de Cadence. Mais comme la formule du vaccin a été perdue il y a 20 ans, il n'y a pas grand-chose à faire. Notre garçon dit que la Tour Bleue n'a pas non plus réussi à créer l'antidote, et qu'il aimerait donc supplier de pouvoir vendre des vaccins contre la grippe afin de relancer le monopole de la Tour Blanche sur ce marché. Riant, la femme au chapeau dit que ça ne vaut même pas la peine de l'écouter, car les tours de magie et les entreprises pharmaceutiques ont investi des tonnes d'argent et de main-d'œuvre en vain. Mais un garçon de 20 ans prétend pouvoir le faire. Se tournant, le protagoniste dit qu'elle a peut-être raison, mais qu'elle oublie qu'il est un génie. En entendant cela, Fidlina se met encore plus en colère, au point qu'une veine éclate près de son œil. Hurlant, elle lui demande comment il peut dire une chose pareille après avoir volé 25 000 sénaux pour acheter un élixir illégal, ce qui ne fait que prouver son ignorance totale en matière d'argent. Amil intervient, déclarant qu'Oscar est là pour proposer une opportunité d'investissement officielle, et qu'une telle impolitesse est donc déplacée. Se calmant, la femme s'excuse. Dans ses pensées, le protagoniste comprend enfin que Faidalina le déteste parce qu'elle est le trésor de la tour. Malgré tout, il a demandé au vice-maître d'examiner sa requête, pensant qu'il est une personne différente maintenant. L'homme lui a demandé pourquoi il était si sûr qu'il s'agissait de cette grippe en particulier. Sans hésitation, le garçon lui dit de vérifier la page 2 du journal, où il est indiqué que l'archevêque Baldwin a soudainement changé ses plans pendant un pèlerinage et qu'il restera à Cyrène pendant un mois. Nous apprenons que l'homme appartient à l'ordre d'Altera dévoué à la Terre-Mère, et que les 7 archevêques sont censés être les plus vertueux. Mais la réalité est tout autre, car pour devenir cardinal, le second en pouvoir de l'ordre, il faut beaucoup de fonds de campagne. Ainsi, il leur est permis de séjourner jusqu'à un mois dans une ville, et pour cela, ils ont besoin d'argent provenant de nobles et de marchands. Et comme Cyrène devient de plus en plus petite, il suffit d'additionner 2 et 2. Maxime dit que le garçon a raison, mais il pensait que l'arrêt de l'archevêque était juste pour demander des prières et des bénédictions. Notre garçon dit que c'est pour ça que c'est étrange après tout. Pourquoi demander des prières et des bénédictions pour une terre aride, surtout avec l'itinéraire de pèlerinage des membres de l'ordre d'Elter déjà choisi, parce qu'il sait que l'archevêque est resté à Knox pendant un mois avant de venir à Siran, et qu'il restera également à Most pendant la même période. Tout cela pour retarder au maximum la visite à Vince, même si c'est une ville présente sur l'itinéraire défini. Car si un incident se produit pendant le pèlerinage, c'est une condamnation à mort pour un archevêque qui veut devenir cardinal. L'homme blond dit alors que dans ce cas, l'archevêque était au courant de la grippe et gagne du temps jusqu'à ce que la situation soit résolue. Fayalina déclare que le garçon est en effet bon en analyse, comme on peut s'y attendre d'un mage théoricien. Amil dit qu'il comprend ce qu'Oscar dit. Cependant, il ne peut pas officiellement le parrainer car cela entraverait le financement d'autres sorts. Mais il aimerait investir son argent personnel dans l'entreprise du garçon. En entendant cela, la femme au chapeau est choquée, mais le vice-maître lui dit que ce n'est pas grave. Il demande ensuite à Oscar si 30 000 pêcheurs suffisent. Dans ses pensées, le protagoniste révèle que ce n'est même pas proche. Après la réunion, on voit Oscar dans la chambre de production de potions, déterminé à poursuivre le plan B, qui consiste à faire un échantillon du vaccin avec l'argent qu'il a reçu pour en obtenir davantage de l'archevêque, car il vaut mieux prendre de l'argent à quelqu'un qui est désespéré. Puis Oscar déclare qu'il est temps de chauffer les choses. Quelque temps plus tard, on voit le garçon observer un liquide rouge à l'intérieur d'un flacon. Transférant la substance à un autre endroit, il dit que le moment est venu. Et en enlevant ses lunettes de protection, il montre sa satisfaction pour ce qu'il a créé. Déclarant que, comme on dit, un vrai maître garde toujours sa classe. Le garçon à la barbe bleue s'approche, portant plusieurs sacs et criant que son dos va se briser, mais qu'il a obtenu toutes les herbes médicinales nécessaires, demandant quelque chose à boire juste après.
Le protagoniste dit qu'il a une potion de récupération de la fatigue et la donne au jeune homme qui le remercie. Après l'avoir bu, il dit que la potion était savoureuse et chaude et demande si le garçon vient de la faire. Regardant les herbes, Oscar dit oui, et le garçon dit alors qu'il a choisi les meilleurs ingrédients. Souriant, notre garçon dit que son ami devrait devenir marchand à cause de son bon œil. Le jeune homme dit alors que c'est son plan pour quand la tour s'effondrera, mais il finit par recevoir une pichenette sur la tête de la part d'Oscar, qui dit qu'il n'a pas pu s'en empêcher. Avec une main sur la tête, le jeune homme demande ce qu'il doit faire maintenant puisque Fidlina lui a ordonné d'aider le protagoniste. Notre garçon déclare alors qu'ils peuvent commencer par déplacer les ingrédients, même si au fond de lui, il sait qu'il n'a pas besoin d'assistant. Dans ses pensées, il dit que la tour blanche est pleine d'enfants talentueux mais problématiques, qui, s'ils se réunissaient, contribueraient grandement au renforcement de la tour, et l'une de ces personnes est Frank Sirius. Le garçon aux cheveux bleus demande alors si les choses qu'il a achetées ne sont pas empoisonnées. Nous découvrons qu'il parle de lys noire de la vallée, de camélia rouge, de champignons fantômes et de myrva. Notre garçon dit que ce n'est pas parce que les articles sont toxiques qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme médicaments après certaines procédures, comme, par exemple, faire bouillir les herbes pendant environ 12 heures, le seul problème étant que les nutriments disparaissent également. Oscar demande alors si Frank connaît un plat appelé raviolis utilisé pour faire des raviolis à la vapeur. Le jeune homme dit que oui, et le protagoniste dit alors qu'avec ce plat, il est possible d'enlever le poison des herbes et de conserver les nutriments. Choqué, le garçon dit que dans ce cas, il devrait être possible de monopoliser le marché des potions. Notre garçon est d'accord, et après un certain temps, nous voyons que les ingrédients sont ramollis, ce qui facilite la détoxification. Activant sa magie de drainage de l'air, le protagoniste commence le processus, créant un nuage de vapeur rose tout en disant que maintenant il ne s'agit plus que d'extraire les toxines de cette fumée. Concentré, il demande à Frank d'être attentif. Après avoir séparé la toxine, le garçon déclare que le reste de la vapeur est propre, il ne lui reste plus qu'à mélanger le tout dans la bonne proportion, ce qui permet de guérir la grippe de cadenas. Frank se tient la bouche ouverte, mais Oscar dit qu'il est temps pour lui d'essayer. Pensant à lui-même, le garçon révèle qu'il ne peut pas utiliser différents types de magie en même temps, mais il ne peut pas dire ça au protagoniste. Observant, le mage aux cheveux noirs remarque que le contrôle du mana du garçon semble instable, mais pas mauvais. Cependant, c'est tout. Incapable de terminer le processus, Frank demande si le garçon se moque de lui, puisqu'il est nécessaire d'être au niveau 4 ou 5 pour faire ça, mais il est encore au niveau 3. Le protagoniste dit alors au garçon de considérer le processus comme la configuration de pièces dans son esprit, où sur le côté gauche, il utilisera la magie A, et sur le côté droit, la magie B. Demandant à Frank de réessayer, notre garçon dit qu'il n'a rien à perdre. Finalement, le processus semble commencer à fonctionner, laissant le garçon impressionné car il a maintenant appris à effectuer un double lancement, ce qui n'était même pas si difficile. Confus, Frank demande pourquoi personne ne lui a jamais enseigné cette technique, et Oscar dit que c'est parce que ceux qui sont au sommet sont avides, révélant ses pensées selon lesquelles il est de tradition de ne pas enseigner gratuitement une technique qui a demandé beaucoup d'efforts aux nouveaux venus. Cependant, sur le champ de bataille, cela devient un obstacle car la survie dépend du partage des techniques, ce qui signifie que la Tour Blanche a maintenant besoin d'un enseignement interactif et d'un échange de connaissances. Souriant, Oscar dit que le garçon est très talentueux car il ne s'attendait pas à ce qu'il comprenne du premier coup. Frank dit que c'est parce qu'il l'a si bien expliqué, mais qu'il manque tellement d'ingrédients, et qu'il doit commencer à les préparer. Entendre cela rend le protagoniste fier de son travail. Quelques heures plus tard, nous voyons 514 bouteilles prêtes et le garçon aux cheveux bleus sur le sol complètement épuisé. Soudain, Maxime entre dans la pièce, avertissant qu'ils ont un problème. Parce que la Tour Bleue a confirmé une visite à Surin il y a 1 heure, dans l'intention de rencontrer l'archevêque Baldwin, ce qui signifie qu'ils sont en retard, pensant que le protagoniste dit qu'apparemment l'archevêque avait un plan. Inquiet, l'aîné dit que si l'entreprise pharmaceutique obtient le contrat, leur médicament deviendra inutile. Mais consolant Frank, il dit qu'il y a des moments dans la vie où l'on n'a tout simplement pas de chance. Oscar dit alors que ce n'est pas encore fini car s'il se souvient bien, la grippe de Cadena est classée comme une catastrophe de rang B. Par conséquent, il y a quelque chose qu'ils peuvent essayer. Pendant ce temps, dans un hôtel de la ville de Surin, nous voyons quelqu'un dire à l'archevêque que les invités sont arrivés. Sirotant du thé, Baldwin dit qu'ils peuvent entrer. Mort-Romain, mage de niveau 5 de la Tour Bleue, et Neil Bryan, directeur général de l'entreprise pharmaceutique Newtech, apparaissent. Pointant vers le canapé, l'archevêque leur dit de s'asseoir, puis demande comment se passe la production du médicament contre la grippe. Souriant, Men dit que tout se passe bien. L'homme demande alors la date de livraison estimée, apprenant qu'il ne reste que la phase d'essai clinique. Neil dit alors que s'ils obtiennent de bons résultats, ils recevront l'approbation de l'administration impériale des aliments et des médicaments. Cependant, l'autre mage dit que, comme l'archevêque doit le savoir, les essais ne se terminent pas en 1 jour ou 2. Mais ils promettent de terminer dans 6 mois, ce qui choque Baldwin. En colère,
l'homme déclare qu'il doit aller à Vince dans 4 mois. Soudain, quelqu'un dit qu'un autre mage demande à entrer. L'archevêque leur ordonne de le laisser entrer tout en demandant à Man pourquoi il n'a pas dit que d'autres personnes venaient. Mais le garçon dit que personne d'autre ne les accompagne. Nous voyons Boots entrer dans la pièce, et nous découvrons que la personne est Oscar, qui, après avoir salué, déclare qu'il est là pour faire une offre. Surpris, l'archevêque demande ce qui amène un mage de la Tour Blanche ici. Notre garçon dit alors qu'il aimerait parler de la vente du remède contre la grippe de Cadena. En entendant que les deux autres sont là pour la même raison, le garçon demande s'il est arrivé trop tard. Baldwin dit que non, puisque le groupe de la Tour Bleue n'est toujours pas prêt. Oscar dit alors que, dans ce cas, la Tour Blanche l'est. Amnoyer dit que le garçon ment parce que sa tour n'a ni argent ni technologie. L'archevêque demande le nom de famille du protagoniste, qu'il donne promptement, puis demande s'il dit la vérité. Plaçant une petite boîte sur la table, le garçon dit qu'il n'oserait pas mentir à un archevêque de l'ordre d'Eltera. C'est pourquoi il a apporté un échantillon. Souriant, l'homme demande combien de doses et quand la Tour Blanche pourrait en produire davantage. Puis gronde le mage de la Tour Bleue qui avait commencé à lui crier dessus. Nerveusement, Men dit que dans ce cas, tout va bien. Et il a demandé au protagoniste s'il avait obtenu l'approbation de la FDA de l'Empire. Notre garçon dit non. Souriant, le jeune homme dit que, comme il s'y attendait, la situation de la Tour Blanche n'est pas différente de celle de sa propre tour, et que les vaccins seront produits dès que l'autorisation sera accordée. En fin de compte, il demande à l'archevêque de bien réfléchir à la tour avec laquelle il conclura l'accord. Sans aucune crainte, Oscar dit qu'il est intéressant d'entendre le jeune homme parler comme si la Tour Bleue avait un grand héritage, surtout devant un mage de la Tour Blanche. Entendre cela finit par irriter Moira, qui ordonne au garçon de reprendre ce qu'il a dit. Ignorant cela, le protagoniste demande quelle tour a été établie en premier selon l'histoire, et que la différence de 5 ans est un écart que les maîtres de la Tour Bleue ne pourront pas combler même en 10 000 ans puisque c'est la Tour Blanche qui détenait le monopole du marché des potions il y a à peine 20 ans. Le garçon de l'autre tour dit alors que personne ne se soucie du passé. Notre garçon demande alors si c'est vraiment le cas, ou si c'est juste sa façon de penser, tandis que Man et Neil se demandent quel genre d'aura c'est. Terminant la conversation, le protagoniste dit que dans ce cas, il devra faire en sorte que le mage se souvienne. Soudain, quelqu'un entre dans la pièce en déclarant qu'il y a un appel urgent du seigneur de la ville de Vince. Baldwin répond, et l'homme à l'autre bout le remercie pour son immense gentillesse d'avoir envoyé le remède contre la Cadena Fly à sa terre parce que l'aîné de la Tour Blanche l'a informé que l'archevêque l'avait préparé avec eux en secret, et que ceux qui ont pris le vaccin ont été guéris en quelques heures. Il voulait donc le remercier. Faisant semblant d'avoir réellement fait quelque chose, l'homme demande s'il y a eu des effets secondaires, mais le seigneur dit que non, et qu'il aimerait savoir quand le deuxième lot sera disponible puisque l'aîné de la Tour Blanche a dit que cela dépendait de l'archevêque. Souriant, Baldwin dit que vous enverrez le deuxième lot dès qu'il sera prêt, ce qui ne devrait pas prendre longtemps. L'appel terminé, l'homme demande si c'est l'œuvre d'Oscar et confirme. Furieux, Men dit que cela va à l'encontre des lois de la FDA et que le garçon doit être puni. Le protagoniste demande s'il connaît même quelque chose à la loi de temps de guerre, mais le jeune homme lui ordonne de ne pas changer de sujet. Dans ses pensées, le protagoniste conclut que les 20 dernières années ont dû être très paisibles puisque plus personne ne s'en souvient. Très patiemment, il explique que l'arme la plus meurtrière pendant la guerre contre les démons était une pandémie car même avec les mages produisant rapidement des médicaments, il fallait trop de temps à la FDA pour les approuver. C'est pourquoi le roi a adopté une loi stipulant que les traitements pour les blessés pendant la guerre étaient considérés comme des traitements spéciaux, n'étant pas affectés par les lois impériales auxquelles Men rétorque qu'ils ne sont pas en guerre pour le moment. Le protagoniste dit alors qu'il y a 3 cas dans lesquels une situation est considérée comme une guerre. Un, quand c'est entre les nations, un autre, dans le cas d'une révolution, et le dernier, quand une catastrophe de classe B ou supérieure se produit. Puisque la grippe de Cadena entre dans la dernière catégorie, il n'est pas nécessaire de suivre les lois de la FDA. Neil interrompt et dit à l'archevêque que si la Tour Blanche peut le faire, alors la Tour Bleue le peut aussi, ils enverront donc leur traitement à Vince. Cependant, Baldwin déclare que la course s'est terminée au moment où le traitement de la Tour Blanche est arrivé dans la ville. Et puisque le seigneur local croit qu'il était impliqué, il ne peut pas simplement dire que ce n'était pas vrai. Insistant, Moore dit que dans ce cas, il baissera le prix des vaccins. Furieux, l'archevêque demande comment il ose essayer d'acheter son image avec de l'argent, et qu'il ne veut plus entendre un mot, alors qu'ils viennent tous les deux à son bureau. Men se lève, les poings serrés, et passant devant Oscar, dit qu'il fera payer le garçon pour cela, tandis que le protagoniste se demande s'il a un livre de phrases de méchant. Souriant, notre garçon dit simplement qu'il a déjà enregistré le brevet pour le traitement et le vaccin au palais. Donc, s'il veut vendre la version de la Tour Bleue, il devra verser des redevances à la Tour Blanche ou tout jeter, rendant le mage encore plus furieux, qui sort de la pièce rouge de rage. Étant poli, Neil fait correctement ses adieux à l'archevêque et salue le protagoniste en le croisant. Mais c'est à ce moment qu'Oscar remarque que l'homme a un parfum unique, très rafraîchissant, rappelant la menthe, ce qui signifie que le responsable de la mort de Cruchen vient de sortir de la pièce. Même en silence,
Nous pouvons voir que la découverte a choqué le protagoniste. Cependant, Baldwin éclate de rire et lui dit de s'asseoir pour qu'il puisse procéder aux négociations. À l'endroit au but, l'homme demande au garçon quel sera le prix puisque la tour bleue demandait 2 millions de sinos. Souriant, notre garçon dit que s'ils en voulaient 2, la tour blanche en voudra 5 millions. L'archevêque laisse échapper un rire pour cacher qu'il trouve cela cher tout en demandant si le garçon est sérieux. Quelques heures plus tard, à la tour blanche, Fidlina est choquée de voir un chèque plein de zéros juste devant elle. Nous découvrons qu'Oscar a obtenu 10 millions de sénos. Serrant le garçon dans ses bras, la femme dit qu'elle savait qu'il pouvait le faire, tout comme Maxime, qui dit qu'il a cru en lui dès le début. Surpris, Amil demande comment cela s'est produit parce que l'archevêque ne donnerait pas autant d'argent. Notre garçon dit alors qu'il y avait des frais supplémentaires. Dans ce cas, les frais de publicité. Nous découvrons que le garçon a facturé pour faire une annonce officielle de la Tour Blanche disant que l'archevêque a reçu une révélation au sujet de l'épidémie de grippe, ce qui a accéléré la préparation des antidotes. L'homme a aimé l'idée et a décidé de payer 1 million de sinos pour un contrat en échange de la livraison du vaccin la semaine prochaine. Tenant le chèque, l'aîné dit que c'est incroyable et que le garçon a remboursé 400 fois ce qu'il avait détourné. Ainsi, les mesures disciplinaires prennent fin, et une Fidlina ravie est d'accord. Oscar dit alors qu'il doit maintenant rassembler des mages de niveau 4 ou plus aussi vite que possible. Amil dit qu'il va s'en occuper, puis demande à la femme au chapeau de mettre une annonce à l'intérieur de la tour de magie pour informer que le laboratoire de potions recherche des mages de niveau 4 ou plus et que les participants seront payés. Quelques heures plus tard, nous voyons des mages rassemblés et apprenons qu'en plus du paiement, un repas à base de viande a été offert. Franck et Oscar arrivent enfin à l'endroit. Sans hésitation, notre garçon attire l'attention de tout le monde. Cependant, personne ne semble écouter. Impatient, il décide de siffler en utilisant sa magie de liaison sonore, ce qui oblige tout le monde à se couvrir les oreilles à cause du bruit tout en demandant ce qu'est ce son. Notre garçon dit alors que tout le monde a été appelé là pour produire des vaccins contre la grippe de Cadena. Puisqu'il est considéré comme un génie, les autres mages se demandent pourquoi le garçon demande de l'aide. Oscar entend et ouvre grand les yeux. Il demande à Franck pourquoi ces gens ne l'aiment pas, et le garçon lui dit de penser à ses actions récentes. Comme, par exemple, gaspiller les ressources de la tour sans mener de recherche et utiliser l'argent pour se saouler. Soudain, un mage s'approche et demande comment ils vont fabriquer le médicament si les méthodes de la tour blanche ont été perdues. Oscar dit qu'il a tout récupéré, laissant tout le monde choqué, y compris la jeune femme blonde qui demande si les effets de l'antidote ont été vérifiés. Confirmant, le protagoniste révèle qu'un contrat a également été signé. La jeune femme dit alors que la tour a dû recevoir une fortune, puis se demande pourquoi le garçon leur fait suffisamment confiance pour partager des informations aussi précieuses. Étant honnête, le protagoniste dit qu'il ne sait pas pourquoi ils sont encore dans la tour blanche. Agacée, la mage blonde demande si c'est ainsi que quelqu'un qui a besoin d'aide devrait agir, disant qu'elle vient de perdre son temps à venir ici, et qu'elle ne sait pas ce que le grand génie voulait dire en disant cela, mais personne ne mérite de l'entendre. Cependant, notre garçon dit qu'il sait exactement ce que chacun d'eux a abandonné pour la tour blanche, ce qui fait que la jeune femme s'arrête de marcher et se retourne. Le garçon dit alors qu'elle est Lena White, mage de niveau 5, qui a rejeté toutes les offres de rejoindre d'autres entreprises. Puis parle de Haruk Drian, qui a également refusé un poste de mage royal, et de Dekerin, qui a refusé un rôle d'instructeur. À propos de Sophia Rose, Oscar dit que la jeune femme a décliné une offre d'aller à la Tour d'Or malgré son grand talent en alchimie créative. Il déclare ensuite que si une offre similaire lui était parvenue, il ne sait pas s'il l'aurait refusée, mais aucun d'eux n'a abandonné la Tour Blanche. Surprise, Lena demande si les anciens étaient au courant des réunions de recrutement. Le protagoniste dit que oui, mais il n'avait d'autre choix que de faire semblant de ne pas l'être afin de ne pas les surcharger. Puisque la Tour Blanche traverse son hiver le plus froid de tous les temps, et dans cette situation, ils auraient tous pu aller dans un endroit plus chaud, mais ont choisi de rester dans le froid. Donc, si lui, en tant que mage, ne peut pas leur faire confiance, il ne peut faire confiance à personne. Mais aucun d'eux ne veut participer, alors lui et l'autre mage de bas niveau à côté de lui auront beaucoup de travail à faire. Franck demande si le garçon parle de lui tandis qu'Oscar lui dit de se rapprocher pour commencer à travailler. Faisant une poussée dramatique, le protagoniste met ses lunettes de protection. Soudain, Lena s'avance, tout comme les autres, qui demandent par où il devrait commencer. Le garçon aux cheveux bleus dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'Oscar convaincrait qui que ce soit avec juste ces mots. Notre garçon sourit et redevenant sérieux informe tout le monde que la viande ne sera pas du porc, mais du bœuf. En entendant cela, tout le monde crie et célèbre. Après cela, nous apprenons que les vaccins et les antidotes ont été créés avec succès. Une semaine passe depuis ce jour, et nous voyons Oscar se promener dans la serre en heurtant une feuille d'aspect étrange, concluant que cela ne peut être que l'œuvre de Wilter. Il doit être de retour. Assis sur une chaise, le protagoniste décide de lire le journal. Il découvre que le territoire de Vince a annoncé la fin de la pandémie. De plus, nous voyons qu'Oscar a été nominé pour le prix de la paix. Souriant, il dit que tout se passe comme prévu. Soudain,
Franck apparaît en criant son nom pour annoncer que les commandes de vaccins continuent d'affluer de partout, même de la famille impériale. Le protagoniste dit que s'il se soucie de leur vie, bien sûr, il voudrait les vaccins. Arrêtant la célébration, le garçon aux cheveux bleus demande qui achètera les vaccins une fois que tout sera terminé. Oscar dit alors qu'il n'a pas à s'inquiéter de l'argent parce qu'il a préparé une potion qui sera toujours en demande. Voyant l'avidité des garçons, notre protagoniste dit que les potions vendues sont de rang inférieur et moyen parce qu'il n'est pas encore temps de créer la potion de rang étoile, qui, dit-on, ramène les morts à la vie. Dans ses pensées, le protagoniste déclare qu'il ne fera pas cela tout de suite parce qu'il doit d'abord renforcer la tour blanche, puis demande à Franck de rassembler des matériaux pour les autres tâches, comme les feuilles de lentus et la mer et les tiges. Choqué, le garçon dit que ces ingrédients seront difficiles à trouver parce que cela fait un certain temps que les champs d'herbe qui faisaient pousser ces plantes ont été submergés. Quelque temps plus tard, nous voyons qu'Oscar a décidé d'aller le voir de ses propres yeux et choisit d'emmener Franck avec lui. Frustré, le garçon demande s'il était vraiment nécessaire de marcher jusqu'à un endroit que la calèche ne pouvait pas atteindre. Le protagoniste dit alors aux jeunes mages de se détendre. Il ne leur reste plus que 10 miles, seulement pour découvrir que cette unité de distance n'a pas été utilisée depuis des lustres, ce qui laisse Franck confus. La bouche bée, notre garçon se demande s'ils se sont aussi débarrassés des livres, ce qui, même si c'était plus difficile, rendait les calculs plus amusants. Soudain, le garçon aux cheveux bleus dit qu'il voit l'entrée. Les deux s'approchent d'une cabane. À travers la fissure d'une porte, un homme au regard sombre demande si les garçons ont marché jusqu'ici. Franck dit que oui parce que la calèche ne va qu'à l'entrée. Soudain, d'autres calèches commencent à arriver, montrant que ce n'est pas vrai. Et dans l'une d'elles, un homme en costume blanc et lunettes demande si l'homme dans la maison est intéressé à vendre sa terre. L'homme aux cheveux gris et à la barbe ouvre la porte, disant qu'il ne vendrait pas sa terre même s'il lui offrait le château de Miss Rio. Dvorpol dit alors que jouer les durs n'est mignon qu'au début. S'il meurt, personne ne gardera la terre. Agacé, Ivan dit qu'il est d'accord avec Satan que ça ne va à personne. Étant persistant, l'homme en costume blanc dit qu'il ferait mieux de vendre bientôt avant que la valeur de la terre ne chute lorsque les usines s'installeront. Sans se soucier, Ivan dit que tant qu'il est là, aucune usine ne sera construite. N'ayant rien d'autre à faire, Powell dit que dans ce cas, il va partir. Et avant de monter dans sa voiture, il dit avoir marché sur des herbes en entrant. Voilà donc l'argent pour couvrir les dégâts. Après avoir jeté une liasse de billets, un homme s'en va en voiture en faisant un signe de la main. Dans la voiture, il demande à ces hommes si les mages de la Tour Blanche ont été vus à côté d'Ivan, qui est recherché. En apprenant que la tour a fait fortune en vendant des vaccins, Powell s'y intéresse beaucoup, encore plus après avoir entendu le montant total. Soudain, il frappe le chauffeur avec le journal, puis lui demande pourquoi il n'entend parler de ça que maintenant. Dans ses pensées, l'homme d'affaires déclare qu'il ne peut pas laisser Ivan obtenir le soutien de la Tour Blanche. Si cela arrive, il ne vendra jamais le terrain. Se tournant vers l'arrière de la voiture, il demande à un autre homme en costume s'il peut engager les mêmes mercenaires que la dernière fois. Lorsque son homme de main s'y oppose, il le frappe avec le journal, disant que tout ce qu'ils ont à faire est de tuer Ivan et de le signaler comme disparu. L'homme demande ensuite ce qui se passera si les mages de la Tour Blanche décident de rester à la ferme d'herbe. Poe dit qu'ils peuvent aussi être éliminés. Après tout, quel est le pire qui puisse arriver, puisqu'il n'y a plus que 3 tours de magie parce que la Tour Blanche a fait faillite. Plus tard, on voit Franck allongé dans l'herbe, disant qu'Ivan est une bonne personne puisqu'il les a laissés rester et les a même nourris. Regardant les étoiles, Oscar est d'accord. On revient à des moments plus tôt où le vieil homme leur a dit qu'il devrait dormir là, car partir à cette heure pourrait être dangereux. Curieux, le protagoniste demande comment il a fait pour tenir aussi longtemps. L'homme dit alors que Paul est en fait celui qui est désavantagé, car c'est lui qui est reconnu comme un atout culturel dans la culture des herbes. Et pour cette raison, il reçoit la protection de la famille impériale. Notre garçon dit alors que s'il avait vendu le terrain, il aurait fait fortune. Ivan répond que le garçon demande quelque chose d'évident. Il ne vend pas sa terre parce qu'il l'aime. C'est sa maison depuis sa naissance et le sera jusqu'à son dernier souffle. De retour dans le présent, Franck dit que c'était mignon la façon dont Ivan a été embarrassé et est retourné à l'intérieur. Changeant de sujet, le jeune homme dit que les étoiles là-bas sont si brillantes qu'il se sent envieux. Il se demande toujours ce que c'est que de vivre une vie aussi brillante, ce qu'un génie comme Oscar doit comprendre. Notre garçon répond que son ami est très talentueux aussi. Franck le remercie, mais dit que ce ne sont que des mots vides. Le protagoniste n'est pas d'accord. Il n'est pas du genre à faire des compliments vides en premier lieu. Et en le regardant, on voit qu'il ne comprend pas pourquoi Cruchen a dit que le garçon était problématique. Regardant en arrière, le ciel, il dit qu'avant on pouvait voir les étoiles au milieu de Surin, ce qui n'est plus possible à cause de l'éclairage public. Intrigué, Franck dit que c'était il y a longtemps, puis demande s'il est vraiment possible de relancer l'industrie des herbes de la ville. Souriant, Oscar dit qu'il le croit, mais qu'ils devront discuter des détails avec Ivan le lendemain. Soudain, quelque chose attire l'attention du protagoniste, et il se retourne rapidement, effrayant le garçon aux cheveux bleus. Notre garçon dit alors qu'ils ont de la compagnie,
et dans ses pensées confirme que puisque Franck ne l'a pas senti, le groupe ne doit pas avoir de bonnes intentions. Disant aux garçons de se lever, il dit qu'ils doivent se préparer à accueillir leurs invités. On voit un garçon aux cheveux verts courir, se plaignant des ordres de Dvorpol. À côté de lui, un vieil homme dit qu'il se fiche des conséquences, l'argent règne. Une autre silhouette s'approche et leur dit à tous les deux de se taire et de rester vigilants. C'est Jacques, un membre du gang des Gunslingers, qui dit qu'il sait qu'un mage pourrait être à proximité. Le garçon aux cheveux verts demande s'il devrait entrer dans la maison puisque vu comme c'est calme, Yvan doit déjà être endormi, ce qui rendrait la mission encore plus facile. Regardant autour de lui, il ne remarque pas que le président des mages s'énerve. Il voulait se battre. Soudain, quelque chose le fait se retourner. On voit la main d'Oscar conjurer un sort appelé balle de vent, qui frappe instantanément la tête du garçon. Sortant de sous les draps, notre garçon dit que ce sort est vraiment utile, puis révèle que c'est Kruchen qui l'a écrit. Sortant par la porte, le protagoniste dit qu'il n'en reste plus que 3. Soudain, ses yeux s'écarquillent. Réalisant qu'il n'en reste plus que 2, Jacques demande ce qu'il a fait à Max. Faisant un geste de silence, le protagoniste dit que le gars dort et ne se réveillera probablement pas de sitôt. Pour ne pas dire qu'il est dans un sommeil éternel. Le vieil homme maudit Oscar, tandis que celui aux cheveux roux exige l'emplacement d'Evan en échange de leur épargner une contre-attaque. Surpris que ses ennemis ne tombent pas dans la provocation, notre garçon dit simplement au type de ressentir les émotions qu'il réprime. Acceptant le défi, Jacques ordonne au vieil homme de finir le garçon. Il obéit instantanément. Mais d'un claquement de doigts, le protagoniste parvient à se défendre, faisant sourire le vieil homme, impressionné par sa vitesse. Même ainsi, l'adversaire continue d'attaquer, affirmant que le garçon ne savait pas qu'il n'avait pas qu'une seule arme. Quel dommage. Prêt à se défendre à nouveau, Oscar dit que le combat se termine ici, même si c'est une corvée. Plus qu'il ne s'y attendait, on voit le vieil homme essayer de bloquer les balles tirées par notre garçon tout en pensant qu'il est incroyable que le gamin ne soit pas ébranlé même après avoir été pris au dépourvu, et pire encore, ose toujours tirer avec fini. Se moquant, le protagoniste dit que l'arme de l'homme n'est pas unique ni même si nouvelle. Soudain, une frappe le coupe et le force à reculer tandis que son adversaire demande de qui il se moque. Sorti de nulle part, le vieil homme est abattu, plusieurs autres balles volent vers le bouclier d'Oscar, qui commence à se fissurer, le laissant inquiet. On voit que Jacques est responsable. Il dit que c'est vraiment dommage. Si le garçon avait baissé sa garde juste un peu plus, il aurait certainement été touché, révélant ensuite que le vieil homme n'était qu'un subordonné qui pouvait être facilement remplacé. Dans ses pensées, le protagoniste remarque que c'est exactement pourquoi les criminels sont terrifiants, puis se demande quel genre d'arme c'est. Chargeant plus de balles, l'homme aux cheveux roux dit que tout ce qu'Oscar a besoin de savoir, c'est que le pistolet était très cher. Oscar demande alors si des sorts d'accélération, d'amélioration et de pénétration sont imprégnés dans le revolver. Avec un regard sombre, Jacques demande comment il savait. Notre garçon dit alors qu'il l'a compris après avoir échoué à bloquer les balles. Souriant, l'homme dit qu'il est arrogant, mais toujours talentueux. Il demande ensuite si Oscar ne voudrait pas travailler avec lui puisque le salaire est bon. Notre garçon refuse, disant que l'arrière de sa tête commencerait à le démanger. Acceptant, Jacques dit que dans ce cas, il n'y a aucune raison de continuer à parler. Accroupi derrière les clôtures, le protagoniste se demande dans quel état ce type et le maître de la tour précédente sont, car il doit trouver un moyen de s'échapper même avec son mana à moitié. La seule ouverture qu'il a est le délai de rechargement de l'arme de Jacques, qui prend 1,4 secondes. Restant à l'homme qui le chasse, il dit que tout ce qu'il a à faire est de faire gaspiller à Jacques sa dernière balle avant le prochain rechargement. Il décide alors d'utiliser sa magie d'accélération et fonce. Jacques remarque rapidement le garçon qui s'approche et se prépare à tirer à nouveau, déclarant qu'aucun humain ne peut vaincre la trinité gravée dans son arme. Alors qu'il tire en regardant le projectile foncer vers le bouclier d'Oscar, l'homme aux cheveux roux sourit, pensant que c'est fini. Mais il ne réalise pas que le protagoniste prépare aussi une attaque avec ses balles de vent parce que Jacques est trop distrait à recharger, se demandant encore comment le garçon a esquivé son tir. Soudain, il remarque que le bouclier a disparu, mais c'est trop tard. Oscar est déjà assez proche pour lui tirer entre les yeux. Tout ce que Jacques peut demander, c'est comment c'est possible. Le protagoniste dit alors qu'il ne comprendrait pas, même s'il entendait l'explication. Et donc, après avoir vaincu son adversaire, il décide d'inspecter le revolver, qui avait été extrêmement irritant en raison de ses triples enchantements. Dans ses pensées, le protagoniste admet que l'arme est incroyable. Les balles n'ont pas percé son bouclier uniquement parce qu'il l'a renforcé, réduisant la friction et augmentant l'amélioration interne. Mais si ça n'avait pas marché, il serait définitivement à terre. Alors, il devrait plus étudier les armes modernes. La deuxième priorité, bien sûr, est de sauver Franck et Yvan car il est certain qu'il y avait 4 ennemis. Et puisqu'il s'est occupé de 3, il en reste encore un. Alors tout ce qu'il peut faire, c'est prier pour que son ami tienne encore un peu. On voit le garçon à la barbe bleue supplier Yvan de partir de là car il ne pourra pas se battre correctement s'il doit s'inquiéter pour lui. Yvan accepté, en reculant, demande au garçon de faire attention.
Devant Frank, un autre homme dit qu'il raconte de jolis petits mensonges. Le garçon demande alors pourquoi son adversaire ne s'en est pas pris à Ivan. Souriant, l'homme aux yeux jaunes demande quel genre de personne resterait en arrière juste pour survivre seul. Il déclare ensuite que le vieil homme est bien sa cible, mais il a toujours été curieux de savoir ce qu'il y a de si spécial chez un mage. Alors il veut d'abord éliminer Frank. Il charge, mais le garçon aux cheveux bleus réussit à esquiver. Se rapprochant à nouveau, l'ennemi dit que c'était trop facile, puis demande au garçon de faire quelque chose de plus audacieux et de lui montrer pourquoi tout le monde craint les mages des 4 grandes tours. Alors qu'il réussit à porter un coup de couteau, l'homme réalise que quelque chose ne va pas. Parce qu'on n'a pas l'impression de frapper un humain, on voit que Frank a réussi à attraper l'arme de son adversaire d'une main et à contrer de l'autre. L'homme s'effondre au sol avec du jus de fraise qui jaillit de sa bouche. S'excusant, le garçon aux cheveux bleus dit qu'il a une condition un peu particulière. Tout en montrant une claire surprise de ce qu'il vient de faire et en marchant presque sur l'homme lorsqu'il avance, Oscar, qui a tout regardé en se cachant, réalise que Frank est un type spécial de mage parce qu'il a la magie de transformer une partie de son corps en vent, ce qui le rend immunisé contre les attaques physiques. Émerveillé, il pense qu'il n'a jamais vu cette magie rare que dans de vieux livres, dans des documents qui parlaient du 7e maître de la tour de magie, qui était un mage spécial et possédait le même genre de pouvoir. Frank est surpris quand il voit le protagoniste s'approcher. Oscar dit qu'il a fait du bon travail, puis demande où il a laissé Ivan. Paniqué en se souvenant de l'homme, Frank commence à crier son nom. Toujours pensif, Oscar se dit que s'il entraîne Frank, le garçon développera une compétence puissante qui pourrait rivaliser avec des dizaines de grands mages. Alors que l'aube se lève, nous retournons à la cabane du vieil homme, où Ivan, serrant le garçon aux cheveux bleus, dit que sans lui, il n'aurait jamais revu le lever du soleil. Approuvant, le protagoniste dit que sans Frank, les choses se seraient vraiment compliquées, ce qui rend le garçon si timide qu'il rougit. Frank demande si tout est fini maintenant, mais Ivan dit que non. Puisque Paul n'abandonnera pas après une seule tentative, surtout que c'est la meilleure terre de Surin. Et parce que la fertilité des autres terres a considérablement diminué à cause des usines, si l'industrie commence à se développer près de ces champs, le jour pourrait venir où la résistance ne vaudra tout simplement pas la peine. Parce que si le sol devient infertile, il ne pourra plus faire pousser d'herbe. Oscar dit alors qu'il a une question à poser. Il veut savoir si un homme est si loyal envers la Tour Blanche à cause d'une promesse qu'il a faite au 4e maître, Reynolds. Surpris, Ivan écoute pendant que le protagoniste dit qu'il y a longtemps, les herboristes étaient perçus très différemment. Considérés comme des sorcières, ils vivaient une vie nomade pour éviter d'être capturés. Jusqu'au jour où le 4e maître de la Tour Blanche est apparu et les a accueillis, les invitant à venir à Surin, qui serait leur foyer éternel, l'endroit où personne ne les mépriserait. Faisant preuve de modestie, Oscar dit qu'il a lu l'histoire dans un livre. Souriant, Ivan dit qu'après cela, des kerbalistes de tout le continent ont commencé à se rassembler à Surin, et que la Tour Blanche leur a donné un foyer et de la fierté envers leur peuple. C'est pourquoi ils ne pourraient jamais les abandonner. S'inclinant devant l'homme, le protagoniste le remercie pour ses années de service, disant que la Tour Blanche sera à ses côtés à partir de ce moment. Ivan dit alors que s'il lui arrive quelque chose, la famille impériale agira, mais il ne sait pas s'ils arriveront à temps. Oscar lui dit de ne pas s'inquiéter car la famille se déplacera aussi vite que la lumière parce que c'est le jour même où il va les rencontrer pour signer l'accord sur le vaccin. Pendant ce temps, dans le bureau de Paul, on entend quelqu'un crier à l'intérieur d'une pièce. Alors qu'un groupe d'individus en uniforme sombre dit à quelqu'un de ne pas bouger, on voit que devant Powell se tient le surintendant principal Walker du ministère impérial des Affaires intérieures. L'homme en costume blanc est par terre, paniqué. Walker l'informe alors qu'il est en état d'arrestation pour tentative de meurtre, chantage et une longue liste d'autres crimes. Paul commence à crier, affirmant qu'il est innocent et que tout cela est une erreur, mais Walker dit que ce sont eux qui seront les juges. Doux et froid, Paul réalise que ce n'est pas quelque chose qu'il peut gérer seul. Il a besoin de contacter quelqu'un en particulier. Essayant de gagner du temps, il demande la permission de fumer un cigare. Refusé, Walker ordonne aux gardes de lui passer les menottes et de le traîner dehors. Désespéré, Paul crie que c'est une erreur et demande à Walker s'il sait qui est derrière lui. Le surintendant répond qu'il ne le sait pas, mais si c'est le cas, cette personne ferait mieux d'être plus forte que l'empereur lui-même. Powell arrête de résister et accepte d'être emmené. Pendant que le surintendant fume son cigare, après tout, les criminels ont bon goût. Un autre garde s'approche et demande qui est responsable d'avoir réussi une arrestation comme celle-là en une seule journée. Walker dit que l'ordre vient d'en haut parce que l'empereur aime la Tour Blanche, mais ceci, ajoute-t-il, est une affaire d'adultes. Regardant par la fenêtre, le chef de l'armée se demande pourquoi son supérieur a toujours autant d'affection pour la tour, étant donné que l'endroit n'a pas la capacité ou le droit de recevoir ce genre de traitement spécial. Sans quitter la fenêtre des yeux, il demande quel âge a Dolan. S'approchant, le jeune homme répond qu'il a 23 ans, ce qui signifie qu'il y a 20 ans, il en avait 3, tandis que Walker en avait 12, juste assez vieux pour être témoin. Du moment où l'humanité a acquis une véritable liberté après la victoire dans la guerre contre les démons,
tout cela grâce à l'existence de la tour blanche. Pour cette raison, ses supérieurs gardent toujours leurs attentes en vie concernant l'endroit. Se retournant, l'homme informe le garçon qu'ils doivent s'arrêter à un autre endroit car la mission n'est pas encore terminée, et maintenant ils doivent aller à l'ouest pour donner l'ordre aux usines près de la rivière Balf de ne pas déverser illégalement des polluants. Walker révèle dans ses pensées qu'il vient d'ajouter cet arrêt parce que même s'il ne connaît pas la tour blanche, c'est sa façon de remercier les mages de l'endroit de s'être occupés du gang du pistolero Jack. Nous retournons voir la tour où Oscar et Frank célèbrent la victoire. Le protagoniste dit qu'il va rencontrer le vice-maître de la tour et demande si son ami aimerait venir, le laissant dans un léger état de choc. S'échappant, Frank dit qu'il a un rendez-vous et dit au revoir. Amil s'approche et demande s'il a vu le garçon aux cheveux bleus il y a quelques secondes, et notre garçon confirme. Il explique ce qui s'est passé et souriant, le vieil homme dit que, dans tous les cas, Oscar résout quelque chose de grand cette fois-ci. Alors il aimerait en savoir plus sur la mission dans ces quartiers, et le garçon dit qu'il était en chemin. Ils se dirigent tous les deux vers la tour. Rapidement, le protagoniste se rend compte que quelque chose ne va pas. Amil demande ensuite s'il a entendu parler de Frank. Notre garçon le nie et demande ce qui s'est passé, et le vieil homme dit qu'il a reçu un message de la famille Sirius. Pour informer qu'ils acceptent le garçon, confus, Oscar demande si le jeune homme a accepté de quitter la tour blanche. Amil dit qu'il n'est pas sûr car le message disait que les négociations seraient désormais menées avec Frank, il n'en connaît donc pas les détails. Ensuite, nous voyons le jeune homme aux cheveux bleus dans sa chambre lorsque quelqu'un frappe à la porte. En entendant qu'ils peuvent entrer, Oscar apparaît et demande qui est Grank, le plus jeune fils de la plus grande entreprise de l'empire commercial Frank Sirius. Et ce que le jeune homme prévoit de faire, s'excusant, Frank dit qu'il doit reprendre sa position dans l'entreprise, puis épouser quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais qui aidera sa famille. Le protagoniste demande si le garçon est d'accord avec ça, et il dit oui. Après tout, la fille est jolie, gentille et issue d'une famille noble. Notre garçon dit ensuite qu'il ne parle pas du mariage, mais plutôt du fait qu'il abandonne la magie. En préparant sa valise, Frank dit qu'il ne peut rien faire. Après tout, même s'il pensait être très spécial, il est allé dans la tour la plus faible avec de très grandes ambitions. Mais il ne peut même pas subvenir à ses besoins, il comprend donc le point de vue de sa famille et le fait qu'elle veuille qu'il revienne dans l'entreprise. Oscar attire l'attention du garçon, et il demande si c'est parce qu'il a dit que la tour blanche était faible. Cependant, notre garçon dit simplement qu'il est talentueux. Le jeune homme le remercie, mais le protagoniste insiste sur le fait qu'il est sérieux et lui demande s'il aimerait essayer quelque chose pour être en avance sur le serpent. Soudain, le frère de Frank apparaît à la porte, le laissant choqué. L'homme dit qu'il a 5 minutes et qu'il attendra en bas, afin qu'il puisse finir de dire au revoir. De nulle part, notre garçon demande combien il veut laisser le garçon aux cheveux bleus rester. Se retournant, l'homme demande qui il pense être pour demander ça, et Oscar se présente. En tant que responsable de la création du médicament, le frère de Frank se présente également comme Grank Sirius, le fils aîné de la famille. Sans hésitation, notre garçon dit qu'il a un accord à proposer, mais l'homme dit que c'est trop imprudent car un enfant ne peut pas conclure un accord avec la famille Sirius. Se tenant droit, Oscar dit qu'il fera de Frank l'un des meilleurs mages de la Tour Blanche d'ici 2 ans, ce qui sera très bon pour la famille. Sans montrer beaucoup de réaction, Grank demande quelle sera la pénalité en cas d'échec. Le protagoniste dit alors qu'il remettra les 50 prochaines années du vaccin et du médicament contre la grippe à sa famille, garantissant également que le vice-maître de la tour sera leur notaire. L'homme aux cheveux blancs demande alors pourquoi il fait tout cela pour Frank et si c'est juste par amitié. Notre garçon dit alors que, évidemment, c'est parce que le jeune homme est digne. Il a donc besoin du garçon pour restaurer la réputation de la Tour Blanche à ce qu'elle était à son apogée en 5 ans maximum. Frank dit que même si le garçon est jeune, il ne semble pas aussi naïf qu'un homme d'affaires, mais qu'il ajoutera une condition, même s'il trouve l'offre bonne, car il valorise plus la confiance que l'argent, et ne fait pas affaire avant que quelqu'un ne prouve sa valeur. Il aimerait donc proposer un duel entre le garçon et un chevalier de niveau 5, qui est son garde, où il ne peut pas utiliser la capacité d'intelligence d'épée. Oscar se rend compte que Grank n'est pas disposé à renoncer à Frank. En quittant la pièce, l'homme dit qu'il le verra demain à midi. Paniqué, le jeune homme aux cheveux bleus demande ce qu'il devrait faire maintenant et s'il est encore temps d'annuler. Après tout, son frère ne fait que ça parce qu'il veut voir Oscar se faire battre par colère. À la surprise de Gus, le protagoniste déclare qu'il pense qu'il est possible de gagner le duel, puis demande au jeune homme s'il croit qu'un mage de niveau 4 pourrait gagner. Après tout, il est possible de faire passer un mage déjà établi du niveau 3 au niveau 4 en 24 heures. Puisque, Grant n'a pas dit qu'il devait gagner seul, mais simplement prouver ses capacités. Par conséquent, il transformera Frank en un mage de niveau 4 pour assurer son séjour à la tour. Nous sommes emmenés dans la salle d'entraînement au 40e étage, où le jeune homme aux cheveux bleus se sent incertain quant au plan. Confiant, Oscar demande simplement au jeune homme de maintenir sa posture corporelle naturelle et, les yeux fermés, de faire circuler le mana dans tout son corps. Soudain, la main de Frank commence à briller. S'approchant,
le protagoniste pointe du doigt les points stratégiques, montrant où se produisent les pertes de mana lorsque le jeune effectue le processus de circulation. Doutant, Frank demande s'il est vraiment possible de passer au niveau supérieur simplement en corrigeant ce problème. Oscar dit oui, et que c'est quelque chose dont seulement 0,1% des arcages se soucient, donc ses amis devraient s'entraîner tous les matins. Ensuite, Oscar accable Frank de tant d'explications. Malgré tout, le jeune homme dit qu'il a compris. Le protagoniste lui demande ensuite de montrer la magie qu'il a utilisée pendant le combat dans le champ d'herbe. S'excusant, le mage dit qu'il ne peut pas et pas à cause de la confiance, mais parce qu'il a peur. Irago laisse notre garçon intrigué. Frank révèle qu'il a failli mourir en utilisant ce type de magie parce que, en grandissant, il subissait de plus en plus de pression de sa famille et a commencé à chercher quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. C'est ainsi qu'il a découvert qu'il pouvait transformer tout son corps en vent, ce qui le rendrait très puissant. Cependant, après avoir eu une pensée imprudente et pensé qu'il était prêt, il a fini par perdre le contrôle et a complètement échoué, ce qui a rendu son mana complètement incontrôlable. Sa chance était que le maître de la tour passait par là et l'a empêché de cesser d'exister. Cependant, la sensation que son âme se brise en centaines de morceaux le hante encore aujourd'hui, et il ne l'a utilisé que pendant le combat parce que dans les situations dangereuses, la capacité s'active automatiquement, ce qui le fait se sentir pathétique. Oscar dit alors qu'il n'y a rien de pathétique à cela, car de nombreux mages sont confrontés à des problèmes similaires. Mais la solution la plus simple est qu'il apprenne à contrôler son mana d'une manière qui n'exige pas autant de son niveau. Frank demande ce que le garçon n'arrête pas de dessiner sur le sol et s'il envisage de faire un pacte avec un démon. Le niant, Oscar dit qu'en fait, il invoque un esprit du vent pour le transplanter dans le corps du jeune homme. Après un certain temps, nous voyons que Frank a accepté et crie maintenant et a appelé l'esprit du vent. Cependant, il ne se passe rien. Le protagoniste dit que l'affinité du jeune avec les esprits est vraiment très pauvre. Le mage dit alors qu'il a senti une brise, mais Oscar prétend que c'était juste son côté. Mais il dit au garçon de ne pas être déçu car peu d'humains ont une affinité spirituelle. Désespéré, Frank demande ce qu'il va faire maintenant s'il ne peut même pas invoquer un esprit. Le protagoniste dit alors qu'il existe une autre voie. Grâce à une cérémonie d'invocation des esprits qu'il a apprise lors de sa visite dans le royaume des elfes dans sa vie passée, il a demandé au jeune homme de se retirer car il allait essayer. Se positionnant au centre du cercle, le protagoniste déclare que le roi des esprits se souviendra de lui. Nous découvrons qu'il y a longtemps, le rituel ne se faisait pas dans une salle d'entraînement, mais devant le plus grand arbre du monde. Lors de l'appel de l'esprit, une tempête de vent commence à se former, obligeant Frank à se protéger le visage avec ses bras. Soudain, l'esprit du vent apparaît et dit que c'est la première fois en 27 ans qu'Oscar l'a invoqué. À l'endroit au but, notre garçon dit qu'il aimerait conclure un contrat et demande si l'entité a besoin de quoi que ce soit. Cependant, l'homme dit qu'il n'y a pas besoin d'une telle formalité, puis demande si le garçon formera un lien d'amitié avec l'esprit de niveau le plus élevé, Célestin. Le protagoniste le nie et dit qu'il aurait dû expliquer la situation plus tôt parce que ce n'est pas vous qui avez besoin d'un esprit, mais plutôt le jeune homme derrière lui. Le lendemain dans la salle de duel, Grank demande si le vice-maître de la tour a bien dormi. Il répond qu'il l'a fait et qu'il est d'accord avec le contrat puisque l'inventeur du remède est très têtu. S'avançant, Leslie Morgan se présente comme un chevalier de niveau 5. Le protagoniste fait de même, et il se serre la main. Expliquant le duel, Grank déclare que les deux jeunes hommes doivent essayer de prendre le collier de l'autre. Mais si 5 minutes passent et que personne ne gagne, on considérera que son chevalier a perdu. Tenant le collier, Oscar dit qu'il est prêt, mais que ce ne sera pas lui qui se battra. Frank arrive enfin dans le hall, ce qui laisse Grant assez confus. Expliquant, Oscar dit que le jeune homme lui a demandé de montrer ses capacités, et il le fera à travers ce qu'il a enseigné au jeune homme aux cheveux bleus. N'ayant aucune issue, le frère de Frank dit que c'est de sa faute de ne pas avoir précisé qu'Oscar devait se battre personnellement, mais qu'il ne sera pas tendre. Le protagoniste dit alors que c'est bon. Après tout, un mage de niveau 4 ferait mieux qu'un niveau 2. Choqué, Grant demande comment son frère a augmenté de niveau en un jour, mais le garçon déclare que cela fait partie de ses capacités. Irrité, le fils aîné de la famille Sirius ordonne à son chevalier de tout donner, tandis qu'Oscar dit à Frank de ne pas avoir peur et de simplement faire ce qu'il a appris la veille. Jetant un coup d'œil de côté, le jeune homme dit qu'il comprend et qu'il reviendra victorieux. Voyant le garçon approcher, le chevalier dit que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas rencontrés. Sans hésitation, Grant engage le duel. Nous voyons que le jeune homme aux cheveux bleus a décidé de faire le premier pas, face à Lasley, qui tient fermement son épée. Dans ses pensées, Frank se demande comment l'homme a autant de pouvoir même sans utiliser la capacité de l'épée caille. Mais maintenant, il ne peut pas abandonner même s'il a une peur bleue. Oscar devient nerveux en voyant la réaction initiale de son élève et se souvient du moment où il a déclaré qu'il aurait besoin du garçon et qu'il rendrait la tour blanche célèbre à nouveau, ainsi que du moment où le jeune homme a sauvé Ivan. Nous voyons que Frank décide de lancer son sort de lame de vent, en déclarant dans son esprit que pour la première fois, quelqu'un lui a dit qu'il avait besoin de lui. Il doit donc répondre aux attentes placées en lui. Tout en se défendant contre l'attaque,
Lashley pense en lui-même que le garçon s'est amélioré, se demandant si c'est ce que l'on ressent lorsqu'on fait face à la technique de contrôle de l'épée autrefois utilisée par la nation de l'Est, concluant peu après qu'il est temps d'arrêter de simplement observer. Voyant le chevalier chargé sur lui, Frank se demande comment il va bloquer ce coup, choisissant de lever une main faite devant. Surpris, Grant demande si Oscar a utilisé une méthode interdite pour faire grandir le garçon comme ça, mais le garçon dit qu'il a utilisé une méthode très sûre et solide. Nous revenons à la bataille où Lashley déclare que Frank ne convient pas au style de mage de bataille. Alors, le moment viendra bientôt où se faire blesser sera un soulagement car cela lui permettra de rester dans l'organisation et de ne plus jamais être dévoré par sa propre magie. Soudain, Oscar dit que c'est fini, ce qui fait écarquiller les yeux à Grant. Ne comprenant rien, l'homme se demande pourquoi le protagoniste sourit. Nous revenons à la nuit précédente, lorsque la transplantation d'esprit venait de se terminer et que Frank était allongé sur le sol. Debout, Oscar dit que le garçon doit pleinement surmonter son traumatisme pour utiliser la capacité librement, mais il est toujours possible de gagner s'il utilise 100% du dieu du vent car transformer le corps en vent n'est pas tout ce que le dieu du vent peut faire. Dessinant sur un tableau noir, notre garçon dit que c'est la vraie partie de la superpuissance appelée unitisation, qui permet à tout ce qui touche le corps du garçon de tourner, ce qu'il doit cacher jusqu'à la fin de la bataille car gagner quand tout semble perdu est plus excitant. Nous voyons que lorsque Frank a dépassé Lashley, il a réussi à utiliser l'astuce et à arracher le collier, ce qui laisse le chevalier en état de choc. Frank regarde le collier avec un pendentif rouge, montrant également son incrédulité face à ce qu'il vient de faire. Levant les bras, il crie qu'il comprend enfin. Approchant, Grant pense en lui-même qu'il n'est pas possible que le garçon ait réussi à utiliser le dieu du vent. Riant, Hamil dit que le match est terminé et demande si l'homme est d'accord avec le résultat. Oscar ne peut que sourire et saluer son ami qui est devenu beaucoup plus fort en une seule journée. Ce souvenir de cela fait réfléchir le fils aîné de la famille Sirius, et il admet sa défaite peu après. L'aîné dit qu'il est dommage que le garçon soit venu jusqu'ici juste pour repartir si vite, mais Grant demande simplement au vieil homme de bien prendre soin de son frère. Regardant Frank, il dit que le garçon a un peu grandi. Le jeune homme fait semblant de ne pas l'avoir entendu, et l'autre lui dit de laisser tomber. Tout le monde regarde le duo s'éloigner. Regardant son apprenti, Oscar dit que le garçon est vraiment un drôle de type pour faire semblant de ne pas avoir entendu le compliment. Le lendemain, nous voyons Frank choqué à l'entrée de la salle d'entraînement, qui ressemble plus à l'entrée d'une prison. Le protagoniste dit qu'il y a longtemps, c'est exactement ce que c'était. Ne comprenant pas, le jeune homme aux cheveux bleus demande pourquoi il doit faire un entraînement isolé. Oscar dit alors que c'était une recommandation de Hamel, donc le garçon devrait profiter de l'occasion pour mieux absorber tout ce qu'il a appris et arrêter d'agir comme un bébé parce qu'il ne va pas mourir. Les yeux larmoyants, Frank demande s'il est sûr, et le protagoniste dit oui et dit au revoir, fermant la porte juste après tout en s'excusant mentalement car c'est lui qui avait demandé le test. Nous sommes ramenés à la nuit après le duel lorsque le protagoniste a demandé à l'aîné de mettre le jeune homme en entraînement isolé pendant 30 jours. Souriant, le vieil homme accepte car ils auront besoin du garçon dans un mois. Comme l'a déclaré la société de la famille de Frank, elle offrira désormais gratuitement l'ensemble de son réseau de distribution à partir de ce moment. Dans ses pensées, le protagoniste déclare que l'entreprise doit finaliser rapidement les calculs. Disant à voix haute que c'est vraiment une bonne nouvelle, Hamil révèle ensuite qu'il a une demande car il aimerait que le protagoniste donne une conférence. Oscar dit que ce n'est pas quelque chose qu'il ne peut pas faire, mais qu'il préférerait se concentrer sur le département des potions pour le moment. Il aimerait donc savoir s'il y a une raison particulière pour laquelle les mages de la tour doivent devenir plus forts en peu de temps. L'aîné dit que le garçon comprend vraiment vite et demande s'il a entendu parler du chevalier du mage. Nous découvrons que c'est un jour où tous les mages de chaque tour se réunissent pour afficher leurs connaissances et leurs compétences en harmonie. Cependant, en pratique, cela ne s'est jamais produit, et tout le monde a fini par se battre, ce qui a conduit à l'annulation de l'événement après quelques années. Intrigué, Oscar demande si l'empereur prévoit de ramener le chevalier du mage. Confirmant, Hamil dit que les détails seront annoncés au Nouvel An, et il est préoccupé par la tour noire, qui veut devenir l'une des 4 principales tours magiques, mettant ainsi la tour blanche en danger. Nerveux, le protagoniste dit qu'il donnera la conférence avec une expression étrange. Après la conversation, nous voyons le garçon sur le campus 36e étage de la tour de magie, pensant à ce qu'il a entendu concernant la tour noire et que la cérémonie spirituelle de bas niveau était vraiment un coup de génie. Nous revenons au passé au moment où Oscar parlait avec l'esprit, qui était furieux de la demande. C'est alors qu'il a révélé par magie qu'il était le sage d'Oscar. Le grand esprit plisse les yeux, puis les écarquille lorsqu'une entité féminine apparaît et demande qui est le garçon pour donner un ordre au roi des esprits. S'inclinant, l'esprit dit que l'entité l'a autorisé, mais que ce ne sera pas un contrat. Ce sera une simple transplantation. De plus, elle a envoyé un message pour Oscar, de ne pas oublier sa promesse. Dans ses pensées, le protagoniste dit qu'il tiendra sa parole car il a pu sauver de nombreux membres de la Tour Blanche grâce à elle. Alors, Gomani est sûr de lui rendre l'appareil avec intérêt. Mais avant cela, il doit prendre un peu plus soin de sa famille.
Nous voyons un garçon aux cheveux roux heureux de voir un visage familier, puis demandant si c'est une conférence pour les étudiants de niveau 3. Une jeune femme dit alors qu'il enseignera peut-être des leçons de base. Une autre fille apparaît en affirmant qu'il est peut-être vrai que la Tour Blanche a plus d'argent maintenant, et que c'était l'endroit où le séminaire d'observation impériale a eu lieu, donc l'orateur doit être quelqu'un de spécial. Une voix demande alors à la fille de ne pas le faire rire. C'est Damien Pro, qui n'est clairement pas très enthousiasmé par la conférence. La fille aux cheveux roses dit alors qu'il est trop négatif. Le jeune homme répond que s'il s'agissait d'une conférence importante, elle aurait préparé une classe de haut niveau comme les autres tours. Donc, si c'était si important, le génie noble de niveau 2 serait là aussi. Soudain, une voix interrompt la conversation. Alors, les étudiants sont laissés sans voix. Entrant dans la pièce, Oscar dit que c'est un plaisir de rencontrer tout le monde et qu'à partir de ce moment, il sera le professeur de réinterprétation magique. Les élèves sont bouche bée, tandis que le protagoniste dit qu'il sait que beaucoup sont déçus qu'il soit l'orateur. On se rend compte que notre garçon a fait mouche en voyant les pensées des élèves, furieux et indignés. Oscar dit ensuite qu'ils ne sont plus des étudiants de l'académie sous le contrôle des professeurs, mais il y a une condition. C'est que chacun doit prouver sa capacité en démontrant qu'il n'a pas besoin d'apprendre dans les 10 minutes après avoir énoncé la raison pour laquelle il ne veut pas assister à ses cours. Ainsi, une condition très simple. Un garçon se demande si le jeune homme est fou de vouloir les empêcher de partir sans passer le test d'abord, tandis que les autres élèves montrent des signes de fureur. Demian en conclut que, fondamentalement, Oscar essaie de les convaincre de suivre le cours en se basant sur le fait qu'ils ne sont pas capables. Pendant ce temps, le protagoniste pense qu'il a laissé quelques lacunes dans le sortilège exprès, mais cela ne veut pas dire que ce sera facile. Après un certain temps, on voit que personne ne s'est approché. Soudain, le garçon blond crie du fond de la salle qu'il a réussi, ce qui surprend notre garçon puisque le jeune homme avait été répertorié parmi les mages de niveau débutant. Malgré tout, il se lève et félicite Demian. D'autres élèves commencent à protester, mais le protagoniste dit que le test est terminé et que le seul qui a réussi est le garçon blond. Souriant, le garçon dit que dans ce cas, il n'a pas besoin de suivre le cours, et Oscar le confirme. Cependant, on voit que Damian est devenu curieux de savoir ce qui sera enseigné dans les prochaines leçons. Se rassoyant, le protagoniste dit qu'il va donner au jeune homme un prix pour être le seul à avoir réussi, puis lui demande quel sortilège il préfère. Sans hésitation, Damian dit son coupe-vent. Oscar lui demande alors de le démontrer. Après avoir fait ce qu'on lui demandait, le garçon blond demande si c'est suffisant. Souriant, notre garçon dit que c'est cool, mais qu'il va maintenant lui enseigner le vrai coupe-vent. Parce que selon ses critères, cette exécution est, au mieux, une très mauvaise version. Il y a deux problèmes principaux. Demian est surpris quand l'une de ses lames est arrêtée avec une seule main. Oscar dit alors que d'abord ce sortilège n'est pas fait de vent, et il veut savoir ce que le garçon pense que le vent est. Embarrassé, le mage dit que c'est de l'air en mouvement. Disant qu'il a tort, le protagoniste explique que l'air n'est du vent que s'il bouge et coule continuellement. Donc, ce que Demian a fait n'était pas un coupe-vent parce que l'air qui ne coule pas rapidement perd sa forme tout comme la magie de la Tour Blanche, ce qui fait que le coupe-vent est détruit pour toujours. Abordant le deuxième problème, Oscar dit qu'il serait plus utile que le garçon réduise la quantité de mana qu'il utilise pour lancer le sortilège, révélant que l'on peut apprendre beaucoup sur une personne juste par la façon dont elle utilise la magie, y compris son passé. Par exemple, si Demian vient de la fière famille, il a dû voir leur magie en grandissant et a commencé à la copier même sans avoir le niveau requis, ce qui l'a amené à utiliser plus de mana que nécessaire pour lancer le coupe-vent, une habitude qui lui est restée jusqu'à présent. Maintenant qu'il a la chance de régler ses problèmes, c'est dommage qu'il ne veuille pas suivre les cours. Le jeune homme, à son tour, semble avoir changé d'avis alors qu'il se retourne vers son siège. 3 semaines plus tard, on voit quelqu'un parler de certaines rumeurs, disant qu'Oscar est un instructeur star complet, étant utile même pour les mages de niveau 4 et 5, bien qu'il ait commencé à enseigner à ceux de niveau inférieur. Un garçon a demandé s'il devait aussi aller au cours, tandis qu'un autre dit qu'il attendait juste qu'il demande ça parce qu'il doit faire la queue à l'avance pour entrer. Après la conversation, plusieurs mages se lèvent, et dans la salle de classe, on voit que la session est pleine, y compris Maxime, qui est assis sur une chaise au fond. Oscar arrive et salue tout le monde, révélant que le sortilège pour le cours d'aujourd'hui est très important, donc c'est bien de voir une salle pleine. Parce qu'il va enseigner le sortilège que les mages croient être le plus important, dans ce cas, le sortilège du vent. Entendre cela tue l'enthousiasme de l'élève car ce sortilège est le plus basique de tous, quelque chose que même les non-membres de la Tour Blanche peuvent apprendre. Maxime lève la main et demande si Oscar est sérieux au sujet de l'enseignement de cela même après avoir rassemblé autant de personnes. Audacieusement, le protagoniste demande à l'aîné de démontrer le sortilège. Rapidement, l'homme obéit et invoque une bourrasque qui met les cheveux de tout le monde en désordre. Après l'avoir remercié, notre garçon appelle Ami, puis demande à la fille de faire le même sortilège. Même sans comprendre pourquoi elle a été choisie, la fille lance le sortilège, qui atteint les visages des garçons doucement et chaleureusement. Oscar demande alors si quelqu'un connaît la différence entre les deux sortilèges,
incitant plusieurs élèves à donner leurs hypothèses. Cependant, celle qui a raison est Véronica, qui était assise tranquillement au fond et parlait très doucement. Le protagoniste confirme que, comme la fille l'a dit, la différence dans les sortilèges réside dans le tempérament du mana. Même si le processus de formation et de lancement de la magie était le même, l'un était chaud et l'autre était doux, ce qui signifie que ce n'était pas le même vent. Ramassant un morceau de craie, le protagoniste demande qui comprend ce qu'est le tempérament du mana. Il déclare que pour comprendre le concept, il est nécessaire d'en apprendre davantage sur les racines de la tour blanche. En d'autres termes, l'équilibre qui représente également la tour bleue. Contrairement aux tours rouges et dorées, qui sont fortes et rapides, et donc, pas harmonieuses. Cependant, il existe des conditions qui différencient la tour blanche de la tour bleue, telles que, par exemple, les conditions requises pour que l'eau bouille, ce qui est assez simple. Mais encore plus simple est de produire du vent chaud, qui se mélange plus facilement à l'environnement et se transforme comme un caméléon. Soudain, tous les élèves commencent à avoir froid. Oscar dit alors que le vent est plus libre que n'importe quel élément capable de créer une force aussi forte que les flammes de la tour rouge, aussi rapide que l'éclair de la tour dorée, ou possédant une forme aussi libre que l'eau de la tour bleue. Ainsi, seul le vent peut être harmonieux avec n'importe quoi dans le monde, ce qui signifie que les mages de la tour blanche doivent toujours faire attention à la nature de leur vent. Après avoir terminé l'explication, Oscar énonce le point central de la leçon, le type d'entité que chacun croit que le vent est. Soudain, quelque chose attire l'attention de notre garçon. On peut voir que quelque chose ne va pas avec Maxime. Désespérément, Oscar dit à tout le monde de ne pas toucher l'aîné.